En 2017, j'ai réuni mes associés, 2016. Je leur ai dit, on n'arrive pas à décoller parce qu'on n'a pas d'argent. Je propose qu'on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de dire, je vais attaquer le marché local. Et à défaut d'exporter, on va faire des produits pour la consommation. Ils ont donné leur OK et on a commencé à fabriquer les produits Tafisa qui nécessitent moins de capitaux que de faire un conteneur de 20 tonnes et d'expédier. Donc là, on pouvait produire au fur et à mesure et on a pu faire entrer nos produits à l'aéroport. En même temps que vous avez lancé, oui, vous avez réussi à faire entrer ça à l'aéroport? À l'aéroport, au free shop. Et un investisseur a vu les produits et il m'a appelé. Il m'a dit, mais décrivez-moi votre activité. J'ai décrit. Il dit, vous avez besoin de financement? J'ai dit, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olga Yenou, une pionnière de l'industrie agroalimentaire et figure emblématique de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ingénieure électromécanicienne de formation, diplômée de l'ENCA, Olga s'est ensuite formée à l'élite des écoles de management, la MDE Business School. Forte de plus de 20 ans de carrière industrielle, d'abord dans l'emballage métallique, puis dans la transformation du cacao, elle a dirigé des équipes de plusieurs centaines de personnes avant de se lancer dans une nouvelle aventure, l'entrepreneuriat. En 2008, elle cofonde Tafisa, une entreprise basée à San Pedro dédiée à la transformation locale du cacao avec une ambition claire, changer le visage de la filière en Afrique. Sous la marque Tafisa, elle propose des produits de cacao intenses, pensés pour une clientèle adulte avec un goût de pur engagement. Aujourd'hui enseignante, directrice générale et mère de famille, Olga nous partage sa vision, ses défis et son combat pour une industrie cacaoyère plus équitable et ancrée sur le continent. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Olga. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même? Très, très, très bien. Je suis contente de te recevoir. On a eu l'occasion de se rencontrer pour la première fois pendant le FEF, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, organisé par Sandrine Roland, qu'on salue. Et quand j'ai découvert que c'était toi, derrière la marque Tafisa, que je vois au supermarché, que j'achète et tout, que je connais depuis de nombreuses années, j'étais là, waouh, c'est elle. Et à l'époque, quand je découvrais la marque, déjà, je l'ai découverte en poudre. Oui. Et je l'ai aussi retrouvée dans des hôtels, dans des restaurants, pour le petit déjeuner et tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est bien qu'on ait une marque locale en Côte d'Ivoire, une marque locale ivoirienne. Aujourd'hui, avec Tafisa, comment tu te positionnes sur ce marché qui est aussi quand même assez concurrentiel en tant que femme? Alors, il faut dire que le nom de la société, c'est Tafi, Société Anonyme. Ça fait Tafi SA. Ah, et ensuite, la marque des produits consommateurs, des produits finis, c'est Tafisa. OK. Alors, notre entreprise se positionne dans la chaîne de valeur du cacao. On a deux activités. La première activité consiste à acheter des fèves de cacao fermentées, séchées et transformées en semi-finis. Les semi-finis sont des produits destinés à des industriels du chocolat. Et ces produits-là, on les exporte depuis notre usine de San Pedro. La deuxième partie de la chaîne de valeur, on a voulu aller plus loin et toucher directement le consommateur. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé la marque Tafisa avec de la poudre de cacao pure. On a misé sur la pureté. Donc, dans cette marque-là, on va trouver en majorité de la poudre sans sucre, pur cacao. Il n'y a que du cacao dans les emballages. Mais on a aussi pensé à ceux qui aiment bien le goût sucré. Donc, on a fait des poudres sucrées et des poudres 3 en 1, c'est-à-dire qu'il y a le cacao, le lait et le sucre. Donc, voilà comment est-ce qu'on se positionne dans cette chaîne de valeur-là. Et nous sommes sur le marché du point de vue des produits finis. Tous nos produits, on les retrouve dans les supermarchés. Oui. Et ça, c'est quelque chose on est très fiers de cela, que ces produits-là aient pu être adoptés par toutes ces grandes surfaces-là. Et donc, à la disposition de tout le public, à des prix variables. C'est pour ça que les emballages vont du 1 kg jusqu'aux 5 grammes pour permettre aux Ivoiriens, à tout le monde. En fait, on ne veut pas faire de segmentation, à tout le monde d'acheter.
en fonction de sa poche et de consommer le cacao. Actuellement, quel est le plus petit prix pour on va dire une sachette ou un sticker Le plus Tafisa? petit prix, c'est 100 francs. Ah ouais. C'est 100 francs. Avec 100 francs, on se fait sa tasse de chocolat chaud ou sa bouteille de chocolat glacé. En tout cas, avec 100 francs, on y arrive. Donc, j'imagine tous les vendeurs de kiosques, communément appelés Diallo, avec un stick comme ça de 100 francs, qui, mine de rien, se positionnent aussi un peu dans le même segment que d'autres marques qui font aussi du cacao. C'est accessible, en fait. C'est accessible. Et cette cible que tu cites là, vraiment est une cible de choix parce qu'ils permettent de diffuser la consommation du cacao dans la rue. Tout le monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui achète avec ces personnes-là. Et c'est une cible qu'on a dans le viseur, en tout cas. Ah, mais je pense que c'est cible à adopter parce que vu le prix, c'est facile de se faire une tasse de chocolat tranquillement depuis son kiosque à café ou son kiosque à chocolat tranquillement, quoi. Tu as parlé de Tafi. Parce que nous, on entend Tafisa, on lit sur l'étiquette Tafisa. Mais tu as dit que la société, c'est Tafi, T-A-F-I, et puis il y a le S-A pour société anonyme. Tafi, ça signifie quoi? Alors, quand on a démarré avec mes associés, parce qu'ils sont tous ingénieurs comme moi de la même école. Combien d'associés? Nous sommes 3 de la même école, de l'ENSIA, et on a fait nos études ensemble dans la même classe. Donc, quand on a démarré, on a dit on est conscient de notre force de technicien. Donc, on va faire notre métier de technicien, on va créer l'usine, on va la démarrer. Maintenant, si toi, Edith, tu as un client final et que tu as du cacao, tu peux venir nous voir et puis dire, j'ai du cacao, j'ai le client, transformez-moi mon cacao. Et ça s'appelle du travail à façon. C'est du taf. Donc, au départ, on voulait faire du taf. Et on a mis « i » pour faire joli. Donc, le mot Tafi vient de cela. Et pour opérer dans la filière en tant qu'exportateur, il fallait être une société anonyme. Donc, ça fait Tafi SA. Maintenant, d'où vient le nom Tafisa? Je suis allée dans un magasin à San Pedro un jour et puis un des vendeurs, il regarde mon en-tête et puis il dit « Tafisa ». Mais Tafisa, c'est baoulé. Je dis « Qu'est-ce que ça signifie ?» Il dit, mais Tafisa en baoulé, ça veut dire se lécher les doigts. Ah, mais comme par hasard. Comme par hasard. Et quand j'ai créé la marque, j'ai mis 2 S. Et ça fait Tafisa parce que notre ambition, c'est de faire consommer le cacao, prendre du plaisir et ensuite tirer un bien fou pour la santé. En se léchant les doigts. En se léchant les doigts. Tout était coordonné, l'univers a coordonné le choix de l'entreprise qui ensuite, par déclinaison, est devenu le choix d'un des produits finaux de l'entreprise. Exactement, de la marque. De la marque. Ça, c'est fort, ça. Est-ce que les paysans, les planteurs de cacao, ils connaissent Tafisa, ils consomment Tafisa? Parce qu'au final, ils se triment dans leur plantation pour produire cet or marron qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui permet à beaucoup de monde de gagner de l'argent. Mais beaucoup, peut-être, n'ont jamais goûté de chocolat ou de poudre de chocolat. Alors, déjà, en termes de distribution, nos distributeurs sont partout dans le pays. Ils sont vraiment partout. C'est un avantage. L'usine est basée à San Pedro. À un moment, on avait un kiosque à l'usine et des gens venaient acheter. Maintenant, quand tu parles des producteurs, l'anecdote que je vais raconter maintenant, c'est qu'est-ce que j'entends quand je fais de la dégustation. Les personnes qui viennent, qui goûtent, ils disent « Ah, ça, c'est du vrai cacao. » Et j'ai entendu ça plusieurs fois. Qui peut reconnaître du vrai cacao? Ce sont les producteurs du cacao. Mine de rien, on dit qu'on n'est pas pays producteur, mais on est à même de reconnaître le goût, le parfum, l'odeur, tout ça, du vrai cacao. Donc, certains connaissent, je ne sais pas combien, je n'ai pas de statistiques. Il faut peut-être... c'est le travail des distributeurs aussi. C'est le travail des distributeurs, mais c'est nous aussi notre travail de communiquer sur la marque, sur ce que notre terre produit de bien et qu'il faut qu'on soit les premiers à consommer. Quand on vend quelque chose et qu'on est consommateur, on est plus crédible, je pense. Absolument, on est beaucoup plus crédible. Et derrière, au final, c'est comme un cercle vertueux. Parce que je produis, j'y mets toute mon âme, tout mon investissement, et la chaîne de valeur prend le relais. Et puis, le produit fini
transformer, je peux le déguster dans ma plantation de cacao. Et je peux en parler. Et c'est ça le plus important. Et je peux le faire goûter à mes enfants. Exact. Pourquoi pas futurs planteurs? Oui. Pourquoi le choix de San Pedro pour l'implantation de l'usine de Tafi SA? Alors, au début, on a voulu s'implanter à Agboville. Pourquoi à Beauville? Bon, je pense qu'on a cherché, c'était de la facilité, puisque j'ai toujours vécu à Abidjan. Je me suis dit, bon, Agboville, ce n'est pas loin. Oui. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu trouver de terrain pour l'usine, tout ça. Et puis après, on s'est dit, mais si on veut miser sur la pureté, sur la qualité, sur le cacao lui-même, il vaut mieux être proche de la zone de production. Et la zone de production, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Le cacao descend au port de San Pedro. Donc, à San Pedro, on a du produit de qualité et on a le port. Donc, on a tout pour exploiter cette matière première-là sur place. Oui. Et puis, San Pedro, c'est une belle ville. C'est calme. Il y a la mer. Il y a la mer. On travaille acharnement toute la semaine. Et puis, bon, le week-end, on a la mer. On se prélasse Exactement. À côté des vagues. Exactement. Derrière le positionnement de San Pedro, parce que c'est le deuxième port ivoirien, le choix de l'usine aussi est pertinent parce que automatiquement, on a la possibilité donc d'exporter et tout ça. Mais après, lorsqu'on finit de parler du choix de la ville, et les hommes dans tout ça, tous ceux qui travaillent pour que ce produit soit un produit semi-fini et fini. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Alors, je dirais avec beaucoup de fierté, tous ivoiriens. Oui. Déjà, l'usine, la conception de l'usine, le choix des équipements, l'achat des équipements, le montage, on l'a fait nous-mêmes. Okay. Avec mes associés qui, comme je l'ai dit, sont aussi des ingénieurs. Tout s'est fait sur place à San Pedro. On a recruté à San Pedro. On a pris des stagiaires dans mon ancienne école, des jeunes ingénieurs pour commencer tout ça. Donc, c'est une usine vraiment, à part le matériel qu'on a acheté à l'extérieur, tout s'est fait sur place. Il y a même des machines qu'on a fabriquées intégralement nous-mêmes. Oui, parce que vous avez ce background. On a le background, exactement. La transformation du cacao, il ne faut pas se tromper, il y a beaucoup de mécanique. Oui. Il y a de l'électricité, il y a de la pneumatique, il y a de l'hydraulique, il y a toutes les techniques de l'ingénieur. Avant de parler d'agronomie, il faut faire marcher, il faut faire tourner des machines. Quand on connaît déjà le process et qu'on installe des machines, il faut exploiter, il faut entretenir. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc en fait, vous avez un gros avantage en démarrant cette usine parce que vous-même, les trois associés, vous êtes des ingénieurs. Oui. Vous avez la maîtrise, même si vous venez parce que tu viens du monde de l'emballage. J'ai fait l'emballage et après, j'ai fait 11 ans dans la transformation du cacao. Donc, j'ai appris le métier. Donc, tu as cet avantage-là. Oui. Et donc, vous vous lancez et vous avez déjà cette technicité-là qui vous permet facilement, en griffe, de pouvoir vous installer, de pouvoir vous implanter. Oui. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a eu des défis aussi? Oh, de gros. Je dirais qu'on n'est pas différents. Toujours, les entrepreneurs ont les mêmes problèmes. C'est ça. Le premier défi, c'est de faire tourner l'usine. Une fois que l'usine est montée, elle est prête à tourner. Tout le monde sait que dans le cacao, ça demande beaucoup de capitaux. Oui. Parce qu'il faut acheter le cacao avec le producteur. Il faut le payer dès qu'il a déchargé. Il faut payer immédiatement. C'est cash. C'est cash. Il n'y a pas de crédit fournisseur. OK. Donc, il faut que quelqu'un fasse ce crédit-là. Donc, ça a été notre première difficulté, trouver de l'argent pour faire fonctionner l'usine. À défaut de trouver cet argent dans les banques, parce que j'ai fini par comprendre, parce qu'il faut comprendre que les banques ne sont pas là pour financer les startups. Tous mes invités reviennent avec la même phrase. Les banques! Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, les banques te disent, bon, nous sommes des banques commerciales. On ne peut pas risquer les dépôts. Les dépôts des gens. Clients. Oui. Oui, il faut les comprendre. Oui, il faut les comprendre. C'est comme ça qu'ils exactement. On avait fini de faire le tour des parents. Le love money? Oui. Et maintenant, on est en face, on a une usine qui est prête à démarrer. On a un client et on n'a pas d'argent. On est en quelle année? On est en 2012. 2012. Exactement, en juin 2012. Donc, j'ai fait venir le client à l'usine parce que c'était un client italien. L'avantage d'être ingénieur permet d'avoir de la crédibilité. Très bien. Et puis, l'expérience que j'ai, quand je parle technique devant un client, il sait
que je sais de quoi je parle. Oui. On l'a fait venir à San Pedro. Il est venu au bureau. Il a discuté. Je pense que les Italiens parlent beaucoup. Il a parlé pendant des heures. Et puis, vers 16 heures, je lui ai dit, il faut bien qu'on visite l'usine. Oui. Il dit oui, oui, oui. Et on est rentré dans l'usine. On a fait le tour de l'usine. Et quand on est revenu, il a sorti son contrat. On a signé le contrat et il a préfinancé. Ah, il a préfinancé alors que toi et tes associés, vous cherchiez de l'argent à ce moment-là. Oui. Et on lui a dit clairement, on ne peut pas faire les commandes. On n'a pas de quoi faire les commandes. Et là, après cette visite-là, il a accepté de préfinancer les commandes. Donc, préfinancer, c'est-à-dire, il m'envoie de l'argent, une partie du chiffre d'affaires. J'achète les fèves, je fais tourner l'usine, je lui envoie son produit semi-fini. Son produit semi-fini par le port. Ah ouais. Donc, on a démarré comme ça. Il y a eu aussi, il ne faut pas que je l'oublie, un fournisseur de cacao qui a accepté de me faire crédit d'un camion pendant 1 mois. Et donc, lui aussi, je l'ai payé après. Et c'est comme ça que je dirais, on a vivoté. C'est-à-dire, il faut trouver le client, mais il faut trouver le client qui est prêt à préfinancer. C'est ça. Donc, on a eu quelques-uns et on n'a pas véritablement tourné à pleine capacité de 2012 jusqu'à 2018. 6 ans. 6 ans. Attends, 6 ans comme ça à vivoter en espérant trouver encore un autre client pour préfinancer, oui. Pour avancer, continuer, payer les salaires aussi. Payer les salaires. En fait, les clients sont dans la même position que nous. Ils ont besoin que quelqu'un préfinance. Donc, quand le client ne peut pas, bon, il est désolé, le produit est bon, parce que ça, c'est notre devoir, de faire un produit dans les normes internationales. Ça, on sait faire. Mais il faut l'acheter, il faut transformer, puis il faut expédier et payer les taxes. Oui. Donc, on a vivoté comme ça jusqu'en 2018. En 2017, j'ai réuni mes associés, 2016. Je leur ai dit, on n'arrive pas à décoller parce qu'on n'a pas d'argent. Je propose qu'on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de dire, je vais attaquer le marché local. Et à défaut d'exporter, on va faire des produits pour la consommation. Ils ont donné leur OK et on a commencé à fabriquer les produits Tafisa qui nécessitent moins de capitaux que de faire un conteneur de 20 tonnes et d'expédier. Okay. Donc là, on pouvait produire au fur et à mesure et on a pu faire entrer nos produits à l'aéroport. Ah, en même temps que vous avez lancé, oui, vous avez réussi à faire entrer ça à l'aéroport. À l'aéroport, au free shop. On l'a rentré à l'aéroport, on l'a rentré dans les grandes surfaces, ici à Abidjan, et un investisseur a vu les produits et il m'a appelé. Il m'a dit, mais vous décrivez-moi votre activité. J'ai décrit. Il dit, vous avez besoin de financement. J'ai dit, ben, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Il m'a dit, OK, on va commencer la due diligence. Elle est un peu longue, mais il faut la faire. C'est ça, les vérifications. Les vérifications. Donc, il me demande mes états financiers de 2012 jusqu'au moment où je le rencontre en 2018. Je regarde mes états financiers catastrophiques. C'est pas trop joli. Hein? Non, c'est même pas joli du tout. Une usine qui ne tourne pas, on constate les amortissements, donc c'est des pertes qu'on accumule. Et puis, je lui envoie. Je me dis, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, dans la vie, il y a 2 réponses. Hein. Il y a oui ou il y a non. C'est tout. Ça tue personne. Voilà. Donc, j'envoie les dossiers et il diligente un cabinet financier de la place et ils sont venus me voir au bureau. Et on a épluché les comptes de 2012 jusqu'à 2018. Ils ont tout vérifié. C'est que les états financiers étaient mauvais, mais ils ont quand même tout vérifié. Et à la fin de cette vérification, ils ont donné leur OK. Ah ouais? Oui. Malgré que ce soit mauvais. Malgré que ce soit mauvais. En fait, il ne faut pas juste regarder les états financiers. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais? Ils sont mauvais parce que je n'ai pas fonctionné. Est-ce que je n'ai pas fonctionné par manque de clients? Non. Les clients sont là, mais je n'ai pas le fonds de roulement. Ce n'est pas un problème de mauvaise gestion. Ce n'est pas un problème de mauvaise gestion. C'est juste que on a juste financé l'usine, on n'en avait pas plus et qu'il fallait qu'une structure financière prenne le relais. Donc, ils ont pris le relais depuis 2012 et depuis 2012, on fonctionne avec cette structure financière qui est basée en Suisse. Ils sont rentrés dans le capital? Non. Ils financent le fonds de roulement. Alors, comment est-ce que ça marche? Lorsqu'on a un client, on soumet le client. Et ça, c'est aussi un avantage. Nous, on n'a pas les moyens d'investiguer
pour voir si un client est bon ou pas. Exactement. Bon payeur surtout. C'est ça. Donc, on leur soumet le client, ils font les vérifications en Europe et puis ils nous disent, oui, là, c'est bon, on peut préfinancer ce client-là. Ou non, on ne peut pas préfinancer. Si vous tenez à leur vendre des produits, alors débrouillez-vous pour vous faire payer d'avance. Avant d'envoyer la marchandise. Avant, même à la commande. Parce qu'il faut de toutes les façons acheter les fèves et puis travailler. Bien sûr. Donc, soit eux, ils préfinancent, soit le client préfinance. Et donc, on fonctionne comme ça depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, hein, et on continue. Et est-ce qu'on peut dire que cette société financière suisse, bon, ils sont là depuis 2018, hein, donc évidemment, la réponse sera oui. Ils sont satisfaits des chiffres. Il y a eu un changement du négatif à l'hyper positif. Je dirais que s'ils ne nous ont pas chassés... Bien sûr. Mais les Suisses sont très rigoureux. Ils sont très, alors là... Ah oui. Très rigoureux. J'imagine. Et on apprend aussi comme ça, en fréquentant des gens comme ça. Ils ont appris à nous connaître. Nous aussi, on a appris à connaître leur rigueur et ça marche bien. Je dirais que ça marche bien. Autrement, parce que chaque année, on renouvelle la ligne de financement et chaque année, ça se passe bien. C'est une ligne budgétaire qui est allouée chaque année. Qui est allouée chaque année. On regarde des bons chiffres qui sont présentés. Des chiffres qui sont là. Mais surtout, c'est assez sécurisé. Oui. Ils ne financent pas s'il n'y a pas de clients. C'est ça. On ne prend pas l'argent et puis on regarde le ciel. Non. On prend l'argent parce qu'on a quelque chose à financer. Et on finance et le client paye et il récupère leur argent. C'est tout. Donc, et ils nous permettent aussi de surveiller l'activité. Parce que dans cette rigueur-là, quand on dit qu'on a acheté un camion, il y a une tierce personne qui est là qui dit « Oui, ils ont rentré le camion, ça fait telle quantité. Oui, ils ont mis en stock du produit fini. Oui, ils sont prêts à mettre dans le conteneur. » Tout est checké au fur et à mesure. Et bon, moi, je suis très satisfaite. C'est un appui, on va dire, important et, je veux dire, qui permet à une entreprise comme la tienne de pouvoir s'assurer d'avoir en même temps des garde-fous, mais en même temps un booster énorme. Exactement. D'avancer tranquillement. Parce que sans ça, on aurait fermé. Oui. Parce qu'à défaut de clients, qu'est-ce qu'on fait? Une activité, c'est les clients. À défaut de financement de l'activité, on aurait fermé. Donc, ça a été très important. Et nous, conscients du fait que ce n'est pas des choses qui courent les rues. Bien sûr. On est sérieux. Oui, pour ne pas perdre cette confiance. Pour ne pas perdre cette confiance. On est sérieux, on est honnête. Quand quelque chose se passe mal, on l'explique. Il m'est arrivé d'aller là-bas, chez eux ensuite, pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et puis, on n'a pas pu tenir telle échéance, etc. Donc, on travaille dans la confiance. Parce que si on ne fait pas ça, ceux qui vont venir après nous, bon, on va leur servir l'argument pour dire que de toutes les façons, vous n'êtes pas sérieux chez vous. On a donné comme on dit, de la chance à une quelqu'un entreprise. Qui n'a pas pu performer. Et donc, ça, c'est très, très, très important. C'est stressant d'évoluer dans un secteur comme ça. Alors, je pense que c'est stressant, mais j'aime le stress. Hey! Oui. Bon, le bon stress, mais vraiment, même ça, même bon stress, je ne peux pas être d'accord avec toi parce que aimer le stress. Aimer le stress dans ce secteur-là, c'est aimer les changements. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas une ligne droite. Parce que si c'était une ligne droite, je ne l'aurais pas fait. Tu n'aimes pas la monotonie. Je n'aime pas la monotonie. Et je n'aime pas aussi ce qui est trop facile. Oui. Parce que quand j'ai réussi quelque chose, je veux qu'on dise « Ah tiens, elle a fait, la petite femme là, elle a fait des efforts. » Donc, ma personnalité me permet de tenir ce stress-là. Sinon, c'est très stressant. Très. Mais est-ce que tu es nerveuse? Très. Mais j'apprends à être calme. Quand ta nature ne t'arrange pas, tu modifies. Tu changes les choses. Parce que stress, nervosité, oui, et tout, ça me fait peur. En fait, quand on est patron, on a peur tout le temps. Oui. On a trop de choses à gérer. Il y a des choses à gérer. On a peur de ne pas payer les fournisseurs. Oui. On a peur de ne pas payer les employés. Oui. On a peur de ne pas tenir une échéance. La peur, c'est ça qui crée le mauvais stress. C'est ça qui crée le mauvais stress. Mais je pense qu'il faut avoir la nature qu'il faut. Pour encaisser? Pour encaisser, oui. Il faut encaisser. Parce que des années sans tourner, voir qu'on est en train d'accumuler des pertes, il faut tenir. Et il ne faut pas se décourager. Voilà,
C'est pas que ce milieu-là. Moi, je pense que... Oui, bien sûr, dans d'autres milieux. Dans d'autres milieux, que ce c'est soit pareil. les mines, énergie, pétrole, bâtiment, Ça dans les doit être services et tout. Il y a Oui, du il y a stress. du stress. Même quand vous construisez une maison et que vous mettez en location, Que il le y a le stress que locataire, le locataire ne paye pas. exactement, il y a du stress. Voilà. Donc, ça me va, quoi, en fait. Mais disons que tu pratiques beaucoup de sport. Je fais du sport, je fais de la respiration, Oui, je médite un peu, oui. je prie aussi. Mhm. Et puis, maintenant, au fur et à mesure, j'apprends à relativiser. Je Ouais. me dis, beaucoup de mauvaises choses se sont passées et ça passe. Oui. Ça passe toujours. Donc, heureusement, Dieu merci, on n'a pas l'éternité. Donc, si on était dans des problèmes avec l'éternité, le problème serait éternel, mais les choses passent. Oui. Et ça donne confiance pour dire, bon, il faut continuer, quoi. Il faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'en tenir à ce qui n'a pas marché. À ce qui n'a pas Il marché. faut retenir les leçons. Exactement. Tu as parlé de pureté du cacao depuis le début. Pureté, pureté. Comment on s'assure, en tant qu'expert dans ce domaine, de la pureté du cacao? Quels sont les indicateurs ou les critères d'un cacao semi-transformé de qualité pure qui plaît aux acheteurs? Alors, ça m'amène à t'expliquer un peu comment est-ce qu'on transforme le cacao. On achète du cacao fermenté séché, on nettoie parce que dans un sac de cacao, il y a des déchets. Donc, on va débarrasser ce cacao-là des déchets, des cailloux, des ficelles, enfin, tout ce qui a suivi le cacao dans les opérations pendant la récolte, la fermentation et le séchage. Après, on va débarrasser le cacao de sa coque. D'accord. La coque qui est autour, on va présécher, casser, vanner, exactement comme on fait avec l'arachide. Quand on grille l'arachide, la peau devient fragile et puis on frotte et on vanne. C'est le même principe, mais avec des machines. Okay. Donc, on débarrasse le cacao de sa coque et on casse avant de débarrasser de la coque. Donc, on a des fragments, des brisures de cacao qu'on va aller torréfier. On va les faire cuire. À cette torréfaction-là, on vise à stériliser le produit parce que jusque-là, il y a des bactéries, il y a des germes, ça a traîné dehors, par terre et tout ça. Donc, on va stériliser le produit, enlever tout ce qui n'est pas bon pour l'homme. On va sécher le produit et on va développer l'arôme du cacao. Donc, après cette étape-là, je pense que les gens doivent s'imaginer toujours le processus de la pâte d'arachide. C'est ça. Donc, après l'étape de la torréfaction, on passe au broyage. Quand on broie, on a de la pâte de cacao. La pâte de cacao, elle est grasse, à autour de 54% de beurre de cacao dedans. Ah. Il y a du beurre de cacao et la partie sèche, c'est elle qui sert à faire la poudre. Okay. Donc, cette pâte-là, on va aller la presser pour séparer le beurre et garder la partie sèche. Okay. Donc, le beurre, c'est le beurre du cacao. Ça va aller en cosmétique, ça va aller en chocolaterie, ça va aller en pharmacie aussi. Et puis, la partie sèche, on va la broyer pour faire de la poudre. Donc, jusque-là, la seule chose que j'ai rajoutée dans mon process, c'est de l'eau pendant la stérilisation. Parce que je dois stériliser en phase vapeur. Donc, le produit étant chauffé à plus de 100 degrés, quand j'envoie de l'eau, je crée de la valeur et je stérilise le produit. Donc, c'est la seule chose que j'ai apportée et que j'ai fait évaporer pendant la torréfaction. Donc, j'ai rentré du cacao, j'ai sorti du cacao. Il est pur. Je n'ai rien jusqu'à la fin. Je n'ai rien rajouté. J'ai pas, dans certains process, on rajoute de la potasse pour changer la couleur du cacao. Parce que vous allez voir qu'il y a des poudres qui vont du rouge jusqu'au noir. Les pâtissiers aiment bien ça parce que ça fait de la déco sur les gâteaux, etc. Donc, à ce moment, on rajoute de la potasse. Nous, on ne fait pas ça. On reste dans le naturel. Donc, on n'a rien rajouté au cacao. On l'a nettoyé, on l'a débarrassé de sa coque. On l'a fait cuire, développer les arômes, broyer, presser et on récupère la poudre de cacao qui est naturelle. Donc, pour moi, elle est pure et je n'ai rien rajouté. Et au moment du conditionnement pour le consommateur final, là aussi, je ne rajoute rien. Quand je fais du cacao pur, 100%, sans sucre, je conditionne ce produit-là en l'état. Je ne rajoute même pas de lécithine pour faciliter la dissolution dans le lait ou dans l'eau chaude, etc. Non. C'est le rôle de la lécithine. Ça, c'est le rôle de la lécithine. Okay. Donc, je m'en tiens
au message que j'ai mis sur l'emballage, je dis c'est pur cacao, c'est pur, c'est tout. Donc, quand on le consomme, on est censé, c'est pour ça que des consommateurs me disent ça, c'est du cacao. Ouais. Voilà. Donc, bon, quand je décris le process, je pense qu'on voit bien que c'est pur. En fait, j'étais dans l'usine. Oui. Et je pense que mes très chers abonnés également ont été très attentifs à ce moment précis parce que j'imagine que vous, comme moi, on était dans l'usine d'Olga en train de voir, marcher avec elle et suivre les différentes étapes du processus de semi-transformation avec l'étape de stérilisation. On a senti même la chaleur de la vapeur instantanément sur les fèves de cacao et tout, jusqu'à la fin, jusqu'à la séparation de la poudre avec le beurre de cacao et tout ça. Et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est quelque chose qui se fait presque quotidiennement. Oui. C'est un travail quotidien qui demande une chaîne de valeur et puis un suivi très, très, très méticuleux. Tout à fait. Où rien ne doit être négligé. Oui. Comment comment je peux dire, on intègre ces process-là dans son usine avec ses employés? Combien d'employés déjà tu as au sein de ton usine? Alors, à San Pedro, on a une quarantaine de personnes. OK. Et puis une vingtaine à Abidjan. Donc, OK, d'accord. Il y a l'administratif à Abidjan? il y a l'administratif et le conditionnement. OK, pour Tafisa. Pour Tafisa. La finition de Tafisa se fait à Abidjan. D'accord. Mais le début du process est à San Pedro avec une quarantaine de personnes. OK. Donc, déjà, il y a le design de l'usine, la façon de disposer les machines. Elle est sur combien d'hectares? Il y a combien de mètres carrés l'usine? Bon, amen pour les hectares. J'ai prophétisé. Alors, l'usine est sur 1700 mètres carrés. OK, d'accord. À San Pedro, dans la zone industrielle nord de San Pedro. OK. Donc, les machines sont disposées de sorte que si je te fais faire la visite d'usine, tu dois comprendre le process. OK. Donc, les personnes qu'on recrute, bon, si je recrute un mécanicien, je vais demander minimum un bac plus 2, un bac plus 3, parce qu'il faut quand même qu'ils connaissent la mécanique, il faut qu'ils connaissent l'électricité. Mais pour exploiter l'usine, c'est la façon de disposer l'usine est telle qu'on peut enseigner pas à n'importe qui. Il faut quand même savoir lire et écrire. Il y a un niveau minimum BT, etc. C'est facile à apprendre. C'est facile à comprendre. Et ensuite, les gens n'exploitent pas l'usine dans son entièreté. Il y a des gens qui sont à des postes bien précis. C'est ça. Et à chaque poste, on explique. On explique comment ça va se passer. On explique la nature du produit qui va rentrer. Qu'est-ce qu'on attend de ce qui rentre à chaque étape et qu'est-ce qu'on attend de ce qui sort à chaque étape. Exactement. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que pendant plus de 4 ans, 6 ans, on n'a pas tourné faute de capitaux. Donc, cette matière-là qui est en train d'être transformée, on ne joue pas avec. Ça doit rentrer et ça doit sortir bon. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. On n'a pas les moyens de dire je vais stocker plusieurs lots et puis quand je rate un, je vais... Non. Je rentre un camion, je sors le produit d'un camion et je rentre ensuite un autre camion. Donc, à chaque étape, les éléments de contrôle, on contrôle d'abord le process lui-même. Est-ce qu'il est en train de se dérouler comme prévu? Oui. Quand je prends la torréfaction, on est allé jusqu'à dire le process est contrôlé par un automate. C'est automatisé. Donc, on dit à l'automate, voici la recette. On rentre, à telle température, tu injectes de l'eau, tu fermes les volets, tu ouvres les volets, tu attends encore un certain temps et tu décharges le produit. L'homme est là pour surveiller. Superviser. Une fois qu'on a testé une recette de torréfaction, on a fait les analyses microbiologiques et que c'est bon, il faut répéter ça tous les jours. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser un être humain qui, en fonction de son humeur, aujourd'hui, il va faire 120 degrés, demain, il va faire 115. Non. On a automatisé cette partie-là parce que c'est vraiment le cœur du process. Il ne faut pas oublier que le chocolat, c'est les enfants et les personnes âgées, donc une population fragile qui consomme. Donc, du point de vue microbiologique, on doit sortir un produit impeccable. Impeccable. Donc, à chaque niveau du process, on l'a simplifié pour que les gens puissent comprendre et exploiter l'usine correctement.
La preuve, je suis à Abidjan, l'usine est... Ça tourne. Ça tourne, voilà. C'est automatisé, c'est semi-automatisé. Semi-automatisé. Toute la chaîne est suivie, respectée. Voilà. Les, on va dire, consignes de sécurité. Consignes de sécurité parce que ça peut être dangereux. Oui. Ça peut être dangereux. Consignes de sécurité pour les hommes, sécurité pour le produit, sécurité pour l'environnement aussi. Oui. Parce que sur ce point-là, tout est bien cadré et surveillé. Normalement, ce n'est pas une industrie qui pollue. Oui, c'est ce que j'ai voulu demander. Parce que qu'est-ce qu'on rejette? On rejette de la vapeur d'eau. Oui. On rejette de la poussière qui est venue avec le cacao. Donc, il n'y a pas de produits chimiques qu'on est en train de transformer. Est-ce qu'on fait du 100% du pur cacao? On fait du pur cacao. Et tu es éligible à des fonds verts. Bon, tu as déjà les Suisses. Je prendrai les fonds verts avec plaisir. Tu es éligible aux fonds verts qui sont logés, tu vois, des garanties fonds verts qui sont logés dans des banques là. Ah, mais bon, comme les Suisses sont déjà là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. On a parlé de pureté, de process et tout. Mais pour arriver à ça, il faut s'approvisionner. Oui. Il faut trouver du cacao. Il faut trouver du cacao de bonne qualité et en quantité. Est-ce que, au regard de tous les bouleversements dans ce secteur, on a vu ces dernières années, il y a une flambée des prix de la tonne de cacao sur les bourses internationales. On arrive jusqu'à $10 000 et puis après, c'est normal, hein, c'est les cours de bourse, c'est retombé. Mais c'était dû également à une pénurie aussi de fèves, avec les conditions climatiques, donc le changement climatique qui impacte donc de plus en plus la production, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana et tous les autres pays producteurs. Quel est ton regard sur ce secteur, ton secteur, sur la production de cacao, on m'a dit ces 10 dernières années, au regard de tous ces changements climatiques? Bon, ces changements nous inquiètent. Ça nous inquiète parce que le produit même pour lequel on existe, s'il venait à devenir tellement rare que je ne sais pas combien d'acteurs vont rester sur le marché. Donc, moi, je n'interviens pas côté production, côté agriculture. Ce n'est pas mon métier, je n'ai pas la compétence. Mais vraiment, je compte sur ceux qui font ce métier-là pour faire en sorte qu'on ait quand même les quantités qu'il faut. Sinon, c'est quand même assez inquiétant. On le ressent déjà. On le ressent parce qu'il nous arrive d'arrêter l'usine parce qu'on n'a pas. On n'a pas la matière première. Donc, vous voyez là, on a le client, on a l'argent et maintenant, on doit faire attention à la matière première. À la trouver. À trouver la matière première. Ah ouais. Donc, ça amène... Tu vois, quand je suis arrivée à San Pedro la première fois, j'étais choquée d'entendre les gens parler des fournisseurs de cacao. On les appelle les clients. Je dis, mais pourquoi vous les appelez des clients? Ils vendent, j'achète, ils sont fournisseurs. Mais on les appelle des vendeurs, mais on les appelait des clients. Et aujourd'hui, je pense que ça prend tout son sens. Parce que tu dois les séduire pour qu'ils te vendent ton cacao. Exactement. On en est là. On doit séduire le client, on doit séduire le producteur pour qu'il vende son cacao, pour qu'il traite bien son cacao, pour nous envoyer de la qualité. Parce que il faut dire que l'arôme du cacao se développe quand j'ai cueilli à la bonne maturité, quand la fermentation a été faite dans les règles de l'art, et la troisième étape, c'est en usine. Quand les 2 premières étapes sont ratées, on fait pas de miracle. On ne peut pas rattraper. Donc, il faut séduire le producteur pour qu'il fasse bien son travail et qu'il nous fournisse prioritairement à nous, faut être un peu égoïste, le cacao et faire tourner l'outil de production. Donc, c'est quand même une inquiétude, on le vit déjà. On parle de vieillissement des vergers. Exactement. De vieillissement même aussi des producteurs, où de moins en moins de jeunes s'intéressent à la production, aux plantations de cacao. Oui, mais ces jeunes-là, je pense que peuvent aussi... Le phénomène qu'on observe, c'est que le producteur commence à devenir transformateur. Ouais, ils commencent à s'équiper de machines, à transformer eux-mêmes en plantation. Bon, c'est légitime. Oui, bien sûr. Mais il faut le faire aussi dans les règles de l'art. Il faut le faire en respectant toutes les mesures d'hygiène et tout ça. Donc, je pense que ce phénomène peut amener les jeunes à rester sur les plantations de leurs parents, puisqu'ils auront... Il y a une chose qui motive l'être humain,
c'est de voir le début et la fin d'un processus. C'est ça. Parce qu'on était frustrés. Je pense que tout le monde est frustré en Côte d'Ivoire. Content d'être premier producteur, mais dernier consommateur. Oui. Donc, on ne voyait pas la fin du processus. Donc, si les parents de ces producteurs, les enfants de ces producteurs commencent à voir la fin du processus, bon, il faut espérer qu'ils vont, ils vont retourner à la terre. C'est important de voir la fin d'une chose qu'on a commencé. Comment tu projettes cette industrie cacaoyère dans 5-10 ans, quand on voit que déjà certains indicateurs ne sont pas très bons climatiquement, en termes même de production, de qualité et tout ça? Je pense que, bon, déjà, ce qu'on voit, il y a la rareté, il y a l'augmentation des prix. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de déchets. De déchets? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on jette dans le cacao. Oui. Donc, peut-être qu'il faut regarder autrement la fève, la cabosse de cacao, pour en tirer le maximum. Pendant des années, des décennies, la pulpe blanche, on aime bien, oui, tu sais, c'est sucré, acidulé, mais ça produit de la boisson. Mais on n'a pas encore vu cette boisson-là dans nos commerces, dans la consommation régulière. Ah, en fait, la boisson qu'on voit, parce que je vois de l'alcool de cacao, c'est la fève. C'est soit de l'alcool qui a été parfumé, ou ils ont macéré du cacao. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais la pulpe elle-même, blanche là. Blanche là. Okay. Parce que moi, j'aime bien boire le... Bon, je ne le fais pas régulièrement, le bangui, mais quand il est sucré. Oui, quand il est sucré. La partie que les femmes aiment. Donc, de la même façon, cette pulpe-là, j'aime beaucoup cette pulpe-là. Donc, voilà un produit qui peut découler de ça. Il y a des chercheurs qui ont aussi mis en évidence le fait que la cabosse elle-même peut être consommée entièrement. Donc, la cabosse, quand on la sèche, on la broie, ça devient un produit qui peut épaissir des sauces. Ah, un peu comme la potasse ou... Oui, mais ça épaissit carrément. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Il faut aller dans ce sens-là et puis consommer complètement ce produit-là. Oui. Vraiment lui donner toute sa valeur, ne rien jeter. La coque de cacao, aujourd'hui, on voit sur le marché des tisanes à base de coque de cacao. Oui. Donc, cette tisane-là, on peut la consommer. Il faut avoir bien traité la fève. Il ne faut pas mettre de pesticides dessus. Ouais. Pour que la cabosse puisse être consommable, la coque puisse être consommable. Donc, il y a encore des richesses à exploiter dans cette cabosse-là. Et je sais aussi, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu dire la petite pousse. Bon, ce n'est pas le moment de manger les petites pousses de cacao. Mais grandir. Les producteurs en font une sauce qui ressemble à une sauce gluante, que ça se mange aussi. Mais bon, ce n'est pas l'objet. Il faut les laisser grandir. Il faut les laisser grandir. Donc, moi, quand je regarde le cacaoyer, même les feuilles, je me dis, mais... Oui, je me demandais les feuilles. Bon, pour le moment, je n'ai pas trouvé. J'ai pas encore trouvé. C'est pas encore exploitable. Il faut tout consommer. Il faut tout exploiter. Même si ce n'est pas pour la consommation directe, il faut en faire quelque chose. La coque peut servir à faire de la potasse, par exemple. Donc, il faut avoir d'autres dérivés de ce produit-là pour que, si la quantité se réduit et qu'on n'arrive pas à augmenter la quantité, mais au moins qu'on retrouve la même valeur, sinon plus. Ouais. Parce que si la quantité se réduit parce que les vergers sont vieillissants, peut-être qu'il y a encore des maladies sur les cacaoyers, il y aura encore plus de concurrence pour l'achat, pour séduire ces producteurs clients. Exactement. Qui vont devoir hésiter entre à qui vendre leur cacao et tout. Donc, la loi de l'offre et de la demande. Quand on est une transformatrice locale, avec son usine, comment on se positionne avec tous ces grands acteurs qui ont des milliards d'euros pour évoluer, pour être stable dans leur business? Comment on se positionne et comment on arrive à sortir la tête de l'eau pour avancer quand même? Je pense qu'il faut se différencier. Il faut se différencier. Quand on ne peut pas faire la compétition à un certain niveau, il faut créer une différenciation où c'est possible de le faire. La différenciation que nous, on crée, c'est le fait que notre usine est linéaire et je peux respecter l'origine du cacao. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire mon sourcing de cacao, rentrer dans l'usine et sortir le produit et dire ce produit vient de telle plantation. Oui. Je ne fais pas de mélange.
cette capacité-là est possible quand je vais me répéter, quand les capacités sont faibles. Quand on a une grande usine, on ne peut pas se le permettre. Donc, ça, il y a des clients pour ça. Il y a des clients qui veulent savoir exactement quel est l'arbre qui a donné le cacao, qui a permis de faire le chocolat. Même le planteur. Le planteur aussi, on peut lui dire ça, tu peux être sûr que ça vient de ta plantation. Donc, on a une usine où on peut respecter, on peut faire la traçabilité totale. Et c'est important. Aujourd'hui, où les gens nous demandent aussi, dans l'Union européenne, par exemple, de faire en sorte que le produit qu'on va leur vendre, ce produit-là ne vienne pas de zones où il y a eu de la déforestation, où il y a eu l'exploitation des enfants. Donc, il faut pouvoir dire clairement, j'ai pris du cacao à tel endroit et le produit que j'ai sorti, je n'ai pas mélangé 2 zones. Je n'ai pas mélangé 2 plantations. Je sais faire sortir le produit tel qu'il est rentré. On appelle ça l'identité préservée. Donc, on peut préserver, nous, l'identité des produits qu'on rentre. Et ça, bon, c'est lié à notre taille. En fait, cette taille-là, cette petite taille est un avantage aussi concurrentiel. C'est un avantage, oui. Il faut toujours trouver un avantage dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, il faut créer l'avantage. Sinon, on ne peut pas faire la concurrence du volume et du prix. Tu travailles avec des coopératives parce que tu parles de pouvoir tracer le cacao que tu transformes. Oui. Tu travailles donc avec des coopératives qui sont identifiées, qui respectent aussi donc, des process de production de cacao. Oui, des coopératives qui sont certifiées. Donc, ces coopératives-là ont déjà fait le travail de se faire certifier pour dire qu'elles sont dans des zones où il n'y a pas eu de déforestation, il n'y a pas eu de travail des enfants, etc. Donc, elles ont cette certification. Et quand nous, on achète avec ces coopératives-là, on peut dire qu'on a sourcé le cacao comme il faut. Et dans notre usine, on n'est pas allé mélanger ce cacao avec un cacao tout venant ou quelque chose comme ça. On sait séparer. On peut aussi acheter du cacao tout venant. Mais quand on achète avec ces coopératives-là, et le deal aujourd'hui, c'est de créer un lien, un partenariat. Je n'ai pas encore trouvé le contenu, mais avec ces clients fournisseurs-là, il faut qu'on puisse être dans la durée. Quand tu dis partenariat, ça pourrait ressembler à quoi? Ça peut avoir n'importe quel visage. Hein. Je veux dire qu'on peut se mettre ensemble pour travailler, on peut faire des joint ventures, on peut s'associer. Il faut trouver le moyen de travailler ensemble. Et ça vient avec des gens en qui on a confiance. Donc, il y a des coopératives avec qui on travaille depuis des années. On les connaît, ils nous connaissent. Et donc, avec ces coopératives-là, on peut tenter ce type d'expérience-là. Dernièrement, j'ai fait une tournée avec l'UNICEF dans la région de la Nawa, donc Soubré et puis Meyagi. Oui. Et tout le long de la route, c'était des plantations de cacao, aussi de riz et de maïs, mais principalement de cacao, puisque c'est l'une des régions cacaoyères donc, de la Côte d'Ivoire. Ton cacao vient de cette région, principalement? Oui. Ça vient, les coopératives dont je parle sont de Meyagi, de Soubré, etc. Ça vient de cette région. Et derrière ces coopératives, on parle de femmes? Oui. On parle beaucoup de femmes aussi parce qu'on se dit que on dit le planteur, le producteur de cacao. Quel est son féminin? La productrice. La productrice, alors qu'il y a des femmes derrière. Quelle est la place des femmes dans l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire? On ne les voit pas. J'ai l'impression qu'elles sont invisibilisées alors qu'elles sont plus présentes. Alors, aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas être invisibles. Je vous ai parlé, par exemple, de financement. Aujourd'hui, quand on s'adresse à des gens pour demander du financement, ils nous demandent, vous avez combien de femmes? Vous avez quel pourcentage de femmes? Et à mon niveau, déjà, parce qu'avant de dire ce qui se passe ailleurs que peut-être je ne connais pas vraiment, je dis ce que moi je fais pour la femme dans l'industrie du cacao. Dans la partie transformation, il y a des machines. Même moi-même qui suis ingénieure électromécanicienne, j'ai peur de certaines machines. Donc, quand je crée de nouvelles lignes de fabrication, je choisis les machines en me disant que je ne dois pas effrayer les femmes. Je ne dois vraiment pas les effrayer. Et ça fait que dans l'unité qui fait le conditionnement, par exemple, on est à 70% de femmes. Ah ouais.
Par contre, dans l'unité de transformation de semi-fini, la première transformation, là, il y a encore des tâches qui demandent de la force. Bon, ils ont la force. Oui, donc, physiologiquement. Physiologiquement, ils ont la force. Donc, mais quand on va arriver à faire en sorte que, je dis quelque chose de très futuriste, des robots qui soulèvent les sacs de cacao. Et c'est pas loin d'arriver. C'est pas loin d'arriver. Aujourd'hui, à San Pedro, j'ai une femme ingénieure agronome. J'ai une jeune fille qui est automaticienne et puis il y a d'autres, 2 ou 3 qui sont dans l'usine même. Donc, au fur et à mesure, on intègre la femme. Et moi, j'ai mon parcours. Oui. Je sais comment j'ai traversé toutes ces années-là et ce n'est pas moi qui vais... Moi, je dois faciliter l'entrée des femmes dans ce secteur-là. Leur tenir la main. Il faut leur tenir la main. Il faut faire en sorte que tenir la main, ce n'est pas tellement ça. Il faut créer les conditions pour qu'elles puissent s'épanouir et qu'elles oublient, même qu'elles sont une femme. Parce qu'à un moment donné, il faut oublier ça. On est devant un travail, on sait le faire, on a les moyens intellectuels, on a les compétences. Physiques, on a les compétences et puis on fait. Oui. On n'est pas là pour se poser la question, est-ce qu'on est une femme ou pas? Donc, à mon niveau, voilà ce que je fais. Et maintenant, les coopératives qui sont certifiées, on a l'obligation aussi de déclarer combien de femmes il y a là-bas. Okay. Et ça, c'est un critère qui est suivi par les financiers. Donc, qu'on le veuille ou pas, je ne sais pas. C'est les quotas aussi qui sont imposés. Il y a des quotas qui sont imposés. Et puis, dans une société où la moitié, ce sont des femmes, je ne sais pas comment vous allez faire pour faire comme si vous ne les voyez pas. Exactement. C'est obligé. C'est obligé. Et moi, depuis, on a fait le FEF ensemble. Depuis que je fréquente certains milieux, je me rends compte qu'il y a des femmes à des niveaux de responsabilité de plus en plus très élevés. Et ça, c'est avec joie que je vois ça. Est-ce qu'il y a d'autres Olga Yenou dans ton secteur? Oui, pas dans mon secteur directement, mais j'ai fréquenté l'école à l'INSET de Yamoussoukro avec d'autres jeunes femmes qui sont des ingénieures très brillantes. Et qui évoluent à peu près dans le même poste de dirigeante? Pas en industrie. Là où il y a la rareté, c'est dans l'industrie. Mais sinon, vous allez voir dans l'électricité, dans l'informatique, vous allez voir des femmes très, très brillantes. Mais maintenant, les jeunes filles, il ne faut pas qu'elles aient peur des machines. Il faut qu'elles rentrent dans l'industrie. Et l'industrie va devenir de plus en plus robotisée ou je sais automatisée. Donc, de quoi est-ce qu'elles ont peur? Venez, entrez. Il y a de la place. En plus, vous avez des compétences. Oui, la place. On a parlé du fonctionnement, de la production, de Tafisa, des process, de toute la chaîne de valeur et surtout de la qualité, la pureté qui est recherchée pour le produit semi-fini et fini qui est fait par ton entreprise. On va parler chiffres. Même si je sais que c'est à partir que mes invités n'aiment pas beaucoup. Mais quand même, je vais demander, en termes de quantité de cacao semi-fini, donc transformé, qui est produit chaque année par Tafisa, on est autour de combien de tonnes? On est arrivé jusqu'à 1200, 1300 tonnes. Ah ouais. Et on a la capacité de faire 3000 tonnes. Donc 1200 tonnes en moyenne chaque année? En moyenne, oui. Wow. Oui. Qui sont exportés? Qui sont exportés. Et puis, on va dire entre 5 et 10% qui restent ici. Pour le produit final? Oui, pour le produit final. Et le produit final en lui-même, Tafisa, donc les sticks, les sachets et tout ça, en termes de chiffre d'affaires, pourquoi pas? J'aimerais bien un peu des petits chiffres quand même, pourquoi pas? Et ça, c'est des chiffres qui sont, qui sont gardés très secrètement parce qu'on n'arrive même pas à connaître les chiffres du marché. Et quand on nous demande, vous vous positionnez comment? Tu as posé la question tout à l'heure. Mais je ne peux pas répondre. Je ne connais pas ma place sur le marché. Donc, ta part quoi? Ta part de marché? Ma part de marché, je ne la connais pas. Donc, pour quelle raison tout le monde cache son chiffre d'affaires? Bon, autant qu'à faire, autant qu'on s'aligne aussi. Mes chers abonnés, pourquoi on n'a pas les chiffres? Mais je pense qu'à un moment donné, forcément, ce qui est le plus important, bien sûr, ça va être publié. Ça va être publié. Mais c'est de savoir que tu es au-delà de l'équilibre. Oui, oui, oui. Vous êtes stable financièrement? Ça va venir.
On est autour de l'équilibre. On est autour de l'équilibre et j'ai dit 1200 tonnes. On peut faire 3000. Oui, 3000 tonnes. Donc, il faut continuer à progresser. Et le financement, il est là de toute façon. Le financement est là. Maintenant, on va courir derrière les clients et les producteurs. Les producteurs. En fait, il y a toujours quelque chose de nouveau dans ce secteur-là. En fait, ce n'est pas statique. Il y a toujours des challenges. On ne peut pas s'endormir. Ce n'est pas possible. Tu as parlé de 2012 pour la création donc, de Tafisa, Tafi-SA. Et ensuite, vous avez démarré donc, en 2018, effectivement. Au bout de combien de temps, toi et tes associés, vous vous êtes payé un salaire? Parce que ça aussi, c'est le défi de l'entrepreneur. On démarre, mais en tout cas, les entrepreneurs sérieux qui ont la vision et qui veulent durer, ils ne se payent pas tout de suite un salaire ou un revenu. En effet, on ne s'est pas encore payé. Ah? Oui. Vous ne vous êtes pas encore payé? Non. Depuis? Non. Ça fait, là, maintenant, 17 ans? Non. Non. Ah ouais? Non, parce que chaque fois, il y a de nouveaux challenges. Chaque fois, l'activité est quand même assez dynamique. Et puis, je me dis, si moi, je me paye, je ne paye pas les autres. Ah ouais. Je ne paye pas les autres. Mais bon, Dieu merci, je vis, je mange, je me loge quand même. Mais qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que je fais à côté? J'ai travaillé avant. J'ai travaillé pendant 22 ans quand même. Donc, tu as une très bonne assise financière. Tu as bien épargné. J'ai bien épargné. Tu as bien investi. J'ai investi aussi. Donc, avant de se lancer dans cette affaire-là, il faut faire en sorte que, au bout d'un an, on ne devienne pas un mendiant dans la cité. Exactement. Donc, il faut quand même avoir des revenus parallèles. Oui. C'est très important parce que l'activité, j'ai dit, on a fait 6 ans sans tourner. Oui. Pendant ces 6 ans-là, si je devais compter sur ça pour vivre, c'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. Et puis, mes associés, eux, ne sont pas impliqués à 100%. En fait, directement, non. Donc, eux, ils ont continué à travailler de leur côté. Donc, il n'y a pas eu vraiment de besoin dans ce sens-là. Mais cette année, on commence à se faire. Donc, en 2026 2025, c'est... Non, là, maintenant, cette année, on va se faire, on va se payer. Les premiers salaires. Oui, il faut après se payer. 17 ans. Oui. Ah ouais. C'est pour dire que En fait, quelque chose de durable, les choses durables se construisent sur le temps. C'est de la patience. C'est de la patience. Il faut que les fondations soient solides. Exactement. Il faut que les fondations soient solides. Il ne faut pas se créer des besoins farfelus. Parce que l'argent est rentré. Bon, oui. Tout de suite, on a une entreprise financière, une société financière suisse. On se dit, oui, il y a l'argent, on va commencer à se créer des besoins. Des besoins. Qui n'existaient pas. Et puis, on passe à côté, quoi. Donc, non. On tient encore. Les premiers salaires, ce sera cette année, après 17 ans. Mes respects. Merci. Merci pour la constance surtout, franchement. Merci beaucoup. Tu as 20 ans de carrière industrielle, dont 11 ans dans la transformation du cacao. Donc déjà, comme on disait, et tu le disais, la base, elle était déjà là. Les connaissances, les pratiques étaient déjà là. Oui. Tu ne t'es pas lancé comme ça, tu t'es préparé aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené 20 ans plus tôt dans ce secteur du cacao? D'abord de l'industrie et ensuite du cacao. Bon, déjà, ma formation. Je sors de l'école avec mon diplôme d'ingénieur généraliste. J'ai été recrutée tout de suite dans cette entreprise qui fait des emballages métalliques. OK. Je vais te faire une pause. Hein. Tu as dit, tu sors avec ton diplôme d'ingénieur généraliste. Oui. C'est quoi un ingénieur généraliste? Alors, un ingénieur généraliste, c'est un ingénieur qui a touché à tous les métiers de l'ingénieur. OK. Pendant son cursus de formation, on n'a pas de spécialité. On touche à tout. Électricité, mécanique, électronique, automatisme, tous les métiers de l'ingénieur, on les parcourt de bout en bout. Okay. Donc, on est des solveurs, enfin, des gens qui... Problem solver. Voilà. C'est ça, un ingénieur. C'est ça. Trouve des solutions. On règle des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés. Quand on les rencontre, il faut les régler. À la sortie, les métiers différents peuvent faire qu'on se spécialise après. Les secteurs, on peut se spécialiser. Mais moi, j'ai choisi de faire la production. Et donc, dans l'emballage métallique, je suis tout de suite rentrée dans un atelier de production. Donc, ça me permet de connaître la façon de faire le produit et aussi de gérer les personnes, de travailler avec les personnes, de faire
travailler les gens, ce qui n'est pas forcément évident Oui. pour une femme. Donc, évoluer dans la production m'a permis ça. Je sais commander. J'aime commander. Tu aimes commander. Oui, j'aime Tu commander. aimes commander, elle aime commander et elle aime le stress. J'aime le Ça, stress. c'est important à noter. Donc, cette formation me permet de rentrer dans l'industrie. Je suis pas... À l'époque, quand je suis sortie, j'avais envie d'aller à la BAD. Okay. Parce qu'on disait la BAD, on gagne beaucoup d'argent là-bas. J'ai écrit, bon, ils ne m'ont pas retenu, donc je suis je peux te dire qu'il y a un de mes invités, Franck Vlehy, donc le producteur-réalisateur, le célèbre producteur-réalisateur Franck Vlehy, qui, lui, il a écrit comme ça, à la BAD, pour une demande de stage. Mais vraiment comme ça, quoi, sur un coup de tête et tout. Et puis, on l'a pris comme ça. Lui-même, il ne s'attendait même pas à ça. Mais c'est vraiment un coup de chance, quoi. Dieu merci, ils ne m'ont pas pris. Heureusement. Sinon, tu n'aurais pas le parcours que tu as actuellement. Je n'aurais pas le parcours que j'ai. Et ensuite, je suis arrivée, j'ai fait 11 ans dans l'emballage métallique et j'ai changé de société. J'ai été recrutée dans une usine en cours de montage. Okay. Donc, les bâtiments étaient là, les machines sont arrivées, les fournisseurs de machines sont là. Ils sont en train d'installer les machines et ça m'a permis d'apprendre les fondamentaux, les principes de fonctionnement des machines. Je passais du temps avec ces fournisseurs-là. Quand à 17h, 18h, tout le monde était parti, j'ai remarqué que mon directeur d'usine de l'époque, lui, il était encore là. Dans la journée, j'ai noté mes questions et je vais le voir. Et j'ai vraiment ce métier de transformation-là. J'ai appris ça de bout en bout. Donc, j'ai appris la transformation, j'ai appris le contrôle qualité là-bas aussi. Donc, ça me permet de sortir et puis de faire pas exactement la même chose parce que je n'ai pas les capitaux de ce que j'ai vu, mais de conserver les mêmes principes pour que le produit final soit ce que le client attend. Donc, et maintenant, pourquoi est-ce que je suis sortie de là? Pourquoi est-ce que en 2008, j'ai démissionné? J'ai démissionné parce que j'ai eu, je vais les appeler 3 piliers. Le premier pilier, je suis allée faire une visite avec mes collègues c'est un groupe un grand groupe chocolatier. Donc, on est allé faire une visite d'équipement à Cologne. Et en Allemagne? En Allemagne. Donc, c'était très vaste, plein de machines à voir. Et c'était des machines de confiserie. Et puis, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous pouvez mettre tant d'efforts à détruire les dents de vos enfants? Parce que tout ça, c'est du sucre. C'est du sucre. Ils ont éclaté de rire, mais à partir de ce moment-là... Une question audacieuse, mais cache. À partir de là, je dis, le cacao, là, ça ne peut pas être fatalement sucré. Il y a d'autres choses dedans qu'il faut... Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, en tant que mère de famille, directrice d'usine, bon, ça commençait à devenir difficile. Pesant? C'est pas pesant, mais il m'arrive de consacrer plus de temps au travail qu'à ma famille. Et je me suis dit, bon, dans quelle situation est-ce que je suis maître de mon temps? Je suis maître de mon temps quand je suis un entrepreneur. Parce que, et là, quand j'ai démissionné, je suis à la maison, je travaille sur mon entreprise que je suis en train de créer, je m'occupe de mes enfants, mais les enfants ne sont pas à la maison tout le temps, ils vont à l'école. Donc, quand ils sont à l'école, je suis à fond dessus, mais quand ils rentrent le soir, ils doivent me trouver là. Donc, je retrouve mon identité de mère de famille. Ça, c'est le deuxième pilier. Et puis, cette frustration-là, on dit on est premier. Attends, quel élève est fier de dire qu'il est premier dans une seule matière et puis les autres, il est dernier? Donc, je me suis dit, il y a un besoin là. Il y a un besoin même de fierté nationale de dire qu'on transforme, on consomme, on peut en parler et puis attirer les gens pour acheter mieux. Surtout acheter mieux parce qu'ils achètent déjà. Mais ils peuvent acheter mieux si on est fier du produit qu'on est en train de vendre. Donc, ces 3 piliers-là, c'est plus qu'un salaire. Oui. C'est comme une liberté retrouvée. C'est une liberté retrouvée et puis, il n'y a pas d'hésitation dedans. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. L'argent sera la récompense. Ça sera la cerise sur le gâteau. Ce sera la cerise sur le gâteau. Sinon, c'est ça le gâteau. C'est un pilier, ces 3 piliers-là sont très solides. Et si je le fais pour le cacao, je peux le faire pour la tomate aussi un jour, je ne sais pas. C'est une façon de faire, c'est une façon d'être dans ce domaine-là. Et tu es épanouie en fait. Ah oui, complètement. Tu aimes commander, tu gères ton stress, tu es épanouie.
Et puis, en plus de ça, au-delà de tous tes fondamentaux et d'avoir voulu aussi apporter ta touche et puis comment je peux dire, pas recadrer ce secteur, mais apporter ton empreinte aussi à ce secteur où la Côte d'Ivoire est numéro 1. Avoir un chocolat, un cacao pur, lorsqu'il est semi-transformé, transformé, pour toi, c'était également une motivation nécessaire et importante pour te lancer. Exactement. Parce que je ne suis pas là que pour faire du chocolat. Oui. Je suis là pour ça. Oui. Pour cet autre visage-là. Si un jour on dit que la Côte d'Ivoire est comme la Suisse, premier consommateur au monde du cacao, ben, je ne sais pas, je serais très, très contente. Tu y auras participé? Oui, exactement. Et tu n'y auras pas participé seul parce que tu as réussi à embarquer tes 2 enfants dans l'activité, dans le business. Oui. Ta fille et ton garçon. Comment ils sont rentrés dans ce business également? Parce que tu parlais de retrouver ta liberté en étant entrepreneur pour pouvoir avoir du temps pour eux, les voir grandir, mais également tout en développant ton activité, ton business. Et ils sont adultes, ils travaillent, ils évoluent. Et puis à un moment donné, ils décident de rejoindre maman dans le business. Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que dans toute la période où j'étais quasiment seule dans l'activité, je parlais en permanence avec eux. Je parlais de mes problèmes, je parlais de mes défis, je racontais tout. Donc, ils savent exactement ce que je suis en train de vivre. Ils savent que ce n'est pas facile, mais que je suis là. Et puis, j'ai retrouvé ma liberté, donc je pouvais aller les voir quand je voulais. Ça, c'était très important. Ils évoluaient à l'extérieur du pays. Ils évoluaient à l'extérieur et je pouvais, quand le besoin se faisait sentir, prendre l'avion, aller passer une semaine et puis revenir. Mais surtout, en fait, ils sont revenus en 2019. La Cannes, c'était quand 2000 La dernière? La dernière. 2024. 2024. Mais en fait, ils sont dans l'activité depuis longtemps. Ils sont dans l'activité au jour le jour. À des moments, même, je me demande si je ne leur cassais pas les oreilles. Je te demande dans leur WhatsApp, on leur parlant des problèmes, des difficultés et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont pris la pleine mesure et ils sont revenus d'eux-mêmes. Je n'ai pas dit revenez. Mais bon, j'ai préparé quand même. Ils ont senti l'appel. Ils ont senti l'appel et puis il faut exercer quand même un certain leadership. C'est quoi leur background? Leur background? Alors, il y a ma fille travaillait comme trader, elle a travaillé à Londres dans l'énergie, comme trader d'énergie pendant 7 ans, après avoir fait finance. Mon fils a fait finance aussi et il travaillait dans des banques au Canada, mais pas dans le métier de banque lui-même, mais dans le traitement des données, dans la préparation des données pour que les analystes puissent prendre des décisions plus rapidement. Comme un analyste financier. Il n'est pas l'analyste, mais il aide à la prise de décision. Donc après, à un moment donné, je leur ai dit, bon, ces compétences-là. Oui, vous évoluez bien. Bon, ils gagnent leur salaire aussi, ils gagnent leur salaire et venez m'aider. Venez m'aider. J'ai la société que vous connaissez, mais si on ajoute vos compétences là, ça va devenir autre chose. Aujourd'hui, on est en train de parler d'industrie 4.0, de faire parler les machines. Je dois être ici à Abidjan. Et puis, je sais exactement ce qui se passe à Saint-Pédro. Depuis le téléphone. Bon, j'ai besoin de ces compétences-là. Quand j'ai démarré, j'avais une grosse faiblesse. C'était la commercialisation. Non, le pricing. Je peux convaincre un client parce que j'ai les arguments techniques. Je le rassure sur le produit et tout ça. Mais calculer les prix dans ce domaine-là, il a fallu que ma fille m'aide parce que c'était son métier de trader, pouvoir calculer un prix et puis le regarder le client droit dans les yeux sans soucier, sans baisser le prix. Donc ça, cette compétence-là est venue de ma fille. Et j'en avais besoin parce que toute seule, ça devenait très, très difficile. J'aime le stress, mais c'était arrivé à son paroxysme. Il y a un certain niveau de stress où on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et c'est apaisant d'avoir des jeunes parce qu'on a quand même le devoir de transmission. C'est surtout ça. Le devoir de transmission. Et il n'est pas dit qu'ils vont rester dedans éternellement, mais au moins, ils viennent aider à construire quelque chose. Ce que je souhaitais au fond de moi-même, quand mes enfants partaient faire des études, je leur ai dit,
il y a une lettre là que je n'ai pas envie de vous voir rédiger. La lettre qui commence par « J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance ». On peut entreprendre. Oui. Salarié, moi je l'ai été. Maintenant, je me lance dans l'entrepreneuriat. Vous verrez, c'est difficile, mais vous aurez les deux modèles. Mais il ne faut pas aller tête baissée, être salarié parce qu'on a eu les diplômes, on travaille, on a un environnement stable et tout ça. On a le confort. On a le confort. Il n'y a pas que ça. Et vous avez le devoir de créer des emplois ici. C'est ça. Voilà. Le challenge, c'est de créer des emplois. Moi, j'étais directrice d'usine. J'avais mon salaire, mais je n'ai créé aucun emploi. Il n'y avait que mon emploi. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, j'arrive à payer des salaires et ça, c'est très valorisant. C'est très, très valorisant. Donc, voilà comment est-ce que j'ai préparé le retour des enfants. Et on a ta fille ici, hein? Oui, oui, oui. Ils sont en plein temps avec toi tous les jours? Oui. Ils sont en plein temps dans l'activité. Bon, chacun habite chez lui quand même. Bien sûr. Ils sont grands. Ils ont le droit. Et puis, ils sont en plein temps. Comment ils le vivent, en fait, ce retour? De ton regard de mère, comment tu penses qu'ils le vivent? Bon, je pense que dans un premier temps, on regrette le salaire qu'on avait là-bas. Forcément. Forcément. Et les avantages. Et puis les avantages. Mais Abidjan est doux quand même. J'ai cet avantage-là, que Abidjan est plaisant. Abidjan, on peut demander à maman de venir s'occuper de mon bébé. Exactement. Abidjan, on peut dire à maman, je veux manger telle chose. Abidjan, on n'est pas obligé de rentrer le soir et puis faire à manger. Exactement. Mon fils a commandé à manger pendant des années, des années. Il y a des avantages à être ici. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. La famille. Il y a la famille. Et ça. Et puis, il y a quelque chose à construire parce que, Dieu merci, je n'ai pas tout construit. Donc, il y a quand même de gros challenges. Et je pense qu'ils seront fiers de réussir tout ça ensemble. Voilà. On parle de famille, on parle de soutien. Parce que quand on est entrepreneur, on est très seul. Yes. On peut se retrouver très seul à un moment donné. Et je pense franchement que ça doit être tellement gratifiant pour toi d'avoir tes deux enfants à tes côtés dans ton business. Tu as parlé du fait que maintenant, c'était beaucoup plus, on va dire en griffe, reposant pour toi de pouvoir t'appuyer donc, sur eux et de voir ton entreprise évoluer, s'agrandir. Parce que dans certains éléments que tu as cités, en parlant d'automatisation, d'autonomisation, de machines et tout, je pense et je me dis au sein de ton entreprise, tu réfléchis beaucoup à la R&D, à la recherche et développement, parce qu'il faut gagner plus, dépenser moins, être productif et efficace. Et pour ça, il faut avoir la fraîcheur d'esprit qu'apportent des jeunes comme tes enfants, tes collaborateurs, les experts qui évoluent dans ton entreprise. Pour arriver à tout ça, on va forcément se poser des questions sur qui tu es réellement, d'où tu viens en fait, Olga. C'est quoi ton parcours? Tu es née à Abidjan, tu es née à l'intérieur du pays. C'est qui Olga Yenou? Bon, déjà, je suis née en France. Ok. J'ai grandi ici. À quel âge? Je crois que mes parents sont revenus, je devais avoir 1 an ou 2 ans. Je sais ok, d'accord. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-bas. Tu n'as pas de souvenirs en tout cas? Non, je n'ai pas de souvenirs de mon enfance là-bas. Mon école primaire, c'était à Boisflé. J'ai fait l'école primaire catholique à Boisflé. J'ai fait le lycée moderne de Boisflé jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai été orientée au lycée jeune fille, le Grand Bahut, le fameux Grand Bahut de Boaké, où j'ai eu mon bac C. Ça, c'était en quelle année? J'ai eu mon bac en 81. Je suis née 3 ans après. Oui. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac C à 18 ans et je suis rentrée à l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Alors, disons que qui je suis, j'aime les défis. Bon, quand on est au lycée, on finit par savoir si on est scientifique ou si on est littéraire. Oui, mais là, tu es scientifique, hein, parce que là, la bac C, là, oui. En 81, purée, ça devait être dur. C'était sous quel ministre? Qui près? Non? Je me souviens de Bala Keïta, mais je ne sais pas en quelle classe j'étais quand il était ministre. Je sais ça plus. devait être dur, ce bac-là. Il y avait le probatoire. Il y avait le probatoire.
Il y avait le probatoire. En tout cas, on l'a passé. Ah ouais. Mais ce qui me caractérise, c'est que je vais donner l'exemple de... Quand on était en terminale, en fin d'année, des conseillers d'orientation sont venus à Bouaké. Ils ont rassemblé les écoles, les terminales, là, pour nous expliquer les filières qui vont arriver après. Donc, j'écoutais. Et puis, le monsieur dit, bon, l'ENSIA, c'est une école d'ingénieurs très difficile. Il n'y a pas beaucoup de filles là-bas. J'ai pris notre ENSIA et je n'ai plus écouté le reste. C'est tout. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est le fait même de dire qu'il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles là-bas. J'ai dit d'accord. Donc, je suis allée passer le concours, je suis rentrée dans cette école-là. Et puis, donc, j'ai fait ma part, je veux dire, j'ai réussi cette école-là. Ensuite, je rentre en entreprise, je suis tout de suite parachutée dans un milieu d'hommes et dans un milieu d'usine. Je me souviens, quand je traverse l'usine, j'entends des groupes d'ouvriers, ils sont arrêtés pas loin de moi, ils s'arrangent à ce que j'entende ce qu'ils disent. Oh, femme, femme c'est femme, femme comme ça. On a quelle année comme ça? 86, 87. Ouais, ils n'étaient pas prêts à recevoir. Non, ils n'étaient pas prêts. Pour les diriger. Pour les diriger. Donc, j'ai dit, bon, tant que tu ne t'adresses pas directement à moi, il n'y a pas de problème. Si je fais comme si je n'ai pas entendu. J'ai traversé tous ces moments-là. Aujourd'hui, j'entends bien les femmes parler d'harcèlement et tout ça. Puis je me dis, mais à quel moment j'ai été harcelée, moi? Tu n'as pas vécu le harcèlement en entreprise à cette époque-là? Non. 80... Non. Oui. Je n'ai pas vécu. La seule chose que je peux considérer ainsi, mais ce n'est pas vraiment un harcèlement, c'est... Je venais d'arriver peut-être 6 mois après, et puis il y a un ouvrier vieux, et puis il m'écrit une lettre très enflammée pour dire qu'il va m'épouser. Bon, je prends la lettre. Tu avais quel âge comme ça, à ce moment-là? 18 plus 5, 23 ans. Wow. 23 ans. Et tu l'as dirigé à cette époque-là? Oui. Donc, je prends la lettre, je regarde, je réfléchis, et puis je monte dans le bureau du DRH. Je dis, monsieur, j'ai reçu cette lettre-là. Il lit, il rit d'abord, et puis il convoque le gars dans le bureau. Il doit avoir quel âge comme ça? Le monsieur, bon, peut-être 50 ans, quelque chose comme ça. Il s'est mis à genoux. Oui, on lui a dit de me demander pardon à genoux. Ah, très bonne entreprise. Hein? Oui, oui, oui. Il m'a demandé pardon et j'imagine qu'après, il a dû faire la communication dans l'usine pour dire celle-là. Faut même pas la déranger. Et lui, sinon, elle va aller te mettre la honte à l'administration. Donc, j'ai traversé toute cette période-là sans vraiment avoir ces obstacles-là. Oui. Tu dis qui je suis, je ne me suis jamais posé la question devant un travail à faire. Est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme? Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que je sais faire ou je ne sais pas faire? Est-ce que je peux apprendre? C'est tout. Donc, après ça, je suis allée dans l'entreprise de transformation de cacao. Mais là, c'était encore, on était peut-être 90% d'hommes, avec des effectifs qui montent jusqu'à 400. Et là, je peux dire que j'avais toutes les tares. Ce qu'on peut appeler une tare. Je suis une femme, je suis petite de taille, je suis noire. Tous les éléments sont réunis pour dire qu'on peut ne pas respecter cette personne-là, mais il ne faut pas se tromper. Les quelques-uns qui se sont trompés, je veux dire, la réaction a été tellement, je ne dirais pas violente, mais pas loin. Il faut le dire, violente. Violente. Et des fois, cette crise-là pouvait se passer devant d'autres personnes. Oui. Et c'est une crise que je mène à froid. C'est-à-dire, je me suis préparée mentalement. Tu as préparé ta guerre mentalement. J'ai préparé mentalement. Voici des gens qui me recrutent en sachant que je peux échouer du fait que je suis une femme. Donc, ils ont déjà pris de gros risques. Donc, ils sont inquiets. Donc, alors, la scène, c'est que j'arrive dans la salle de contrôle et puis j'ai mon patron derrière moi qui me dit « Olga, tel travailleur n'est pas à son poste. » Je dis « Ok, j'ai compris. » Je vais voir le gars, je dis « Pourquoi tu n'es pas à son poste ?» Il raconte sa vie. Puis je lui dis « Il faut être à ton poste parce que quand même, cet atelier est l'atelier le plus cher de l'usine. » Ça, c'était la première fois. Mais vu la façon dont il m'a répondu, je me suis dit, ça, c'est un exemple. Il va me servir d'exemple. Oui. La deuxième fois, la même scène se reproduit. J'ai mon patron derrière moi qui est inquiet. Et puis, j'ai le même gars qui n'est pas à son poste. Oui. Mais quand je l'ai récupéré et ramassé,
devant tous les autres. En fait, le message que j'envoie, c'est de dire on n'est pas dans une cour de récréation. Ouais. Les gens ont investi de l'argent dans cette usine-là. Ils veulent de la productivité. On ne vient pas pour tester l'autorité de son patron. Et moi, vous n'allez pas tester mon autorité 2 fois. Donc, quand ça s'est fait devant d'autres personnes, on ne revient plus sur le sujet. Après, ils m'ont surnommé... Oui, j'ai failli demander. Je suis celui qui doit te donner un nom. La force tranquille. La force tranquille. Et on a pu évoluer comme ça. Donc, le respect s'est imposé. Le respect s'est imposé. Voilà qui je suis. Je n'ai pas peur des difficultés. J'aimerais bien ne pas en avoir trop. Au fur et à mesure, sinon ça crée la peur. Et j'aime les challenges, j'aime les défis. Voilà. Je n'aime pas la monotonie. J'aime pas là où tout le monde s'en va. Oui, quand c'est trop calme ou bien c'est trop facile. Bon, quel intérêt j'ai à aller faire quelque chose que tout le monde peut faire. Ouais. Voilà. Ça ne me challenge pas. Voilà, ça ne me challenge pas. Est-ce que la petite Olga, quand elle avait 10 ans, elle s'imaginait évoluer dans les machines? Alors, déjà... Qu'est-ce que tu rêvais de faire? C'était la même chose? Mon père était ingénieur électronicien, donc déjà, je l'admirais. Par rapport, j'aurais dû admirer plus ma mère parce qu'elle était entrepreneur. Elle achetait tout, elle vendait tout, elle transformait les galettes, les croquettes, les gaufres, les retours. On a fait tout ça quand on était au primaire. Mais j'admirais mon père dans ce qu'il faisait et c'est ça qui m'a permis de choisir cette branche-là. Tu voulais lui ressembler? Je voulais lui ressembler. Je voulais aussi être ingénieur. Et mes parents, Dieu merci, ne faisaient pas de différence entre filles et garçons. Ça, c'est bien. Nous sommes 3, 2 filles et puis un garçon. Moi, je suis ingénieur, ma soeur est médecin, mon frère est prêtre. Donc, chacun a choisi sa voie. Tu es l'aîné? Non, je suis au milieu. Chacun a choisi sa voie. Donc, et ça, c'était très bien. On ne m'a jamais dit, ah, attention, tu vas de ce côté, c'est difficile, il n'y a pas de femme là-bas. Non, 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 non. Je n'ai pas eu de frein. Ils t'ont toujours encouragé, vous ont toujours encouragé. Encouragé, oui, oui. Si tu dis que tu peux faire, vas-y. Vas-y. Et puis, bon, tu verras toi-même si tu peux faire ou pas. Oui. Donc, je ne m'imaginais pas vraiment dans une usine parce que je n'avais pas d'exemple d'usine. Mais quand j'ai commencé à chercher du travail, il s'est trouvé que je me suis retrouvée dans une usine et bon, je me suis bien sentie là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'évolution de ta carrière dans ce monde très industriel et très masculin? Bon, déjà, dans toute ma carrière, je faisais en 2 ans, maximum 3 ans un poste. Ah, OK. Oui, oui. J'ai dit que j'aime les changements. Et chaque fois, le changement de poste, c'est moi qui décidais. Je voyais bien tous les autres postes de la société et je voyais les services qui étaient à problème. Donc, pendant mon entretien de fin d'année, je dis, ce service-là, il y a des problèmes, nous tous on voit. J'aimerais bien l'avoir. Ça, c'est ton côté ingénieur, problem solver. Problem solver. Oui, oui. Donc, je dis, j'aimerais bien avoir ça. Et celui qui dirige l'usine aussi, il était fatigué de ce poste-là, où il y avait toujours, on l'engueulait tout le temps en réunion. Et donc, c'est comme ça que je suis passée à premier atelier de production à contrôle qualité, deuxième atelier de production et à la fin, au service commercial et logistique. Dans ce service-là, il faut appréhender le besoin du client, commander les matières à temps et puis planifier la production. Donc, j'ai traversé toute cette carrière-là en évoluant. Dans la transformation du cacao, ça a été pareil. J'ai été recrutée comme responsable de production pour commencer. Et puis après, mon directeur d'usine a décidé de partir pour des raisons personnelles. Et les propriétaires de l'usine sont allés en France, ils ont fait un recrutement, ils sont venus avec 2 CV. Et puis il me dit, Olga, regarde ces 2 CV-là et puis dis-nous qui tu penses peut être ton prochain patron. Je suis allée chez moi à la maison, j'ai mis à jour mon CV et j'ai mis dessus, ça faisait 3 CV. Je dis, bon, maintenant vous choisissez. Bon, ils voulaient à tout prix recruter quelqu'un de l'extérieur. C'est ça. Ils n'ont pas accepté. Mais moi, j'ai compris pourquoi ils n'ont pas accepté, parce que je n'avais que mon côté d'ingénieur. Oui. Je n'avais pas le côté management. Oui. Et pour que je puisse évoluer, je ne vais pas attendre qu'eux décident de me former. Parce qu'ils vont me former seulement s'ils ont besoin de moi. Exactement. Or, à l'instant précis, ils n'ont pas besoin de moi, ils ont fait un recrutement. Donc, j'ai pris des cours du soir, j'ai payé moi-même et j'ai fait
une école de business en cours du soir. M2 business? Non, pas ok, M2. M2 est venu après, ok, bien d'accord. après. Et donc, 4 ans après, quand ils ont voulu encore changer. Ah, tu as attendu 4 ans, hein? Oui, j'ai attendu. Mais en attendant, je leur dis, responsable de production, c'est trop petit pour moi. Ça, je leur ai bien dit. Le jour où ils m'ont dit, ah, Olga, la production marche bien, on ne peut pas te mettre directeur d'usine, il faut que tu restes là. Je dis, mais il faut que vous me donniez quelque chose de plus. Donc, ils m'ont rattaché un autre service. Donc, j'ai grappillé les services comme ça jusqu'à ce que je puisse avoir le poste de directeur d'usine. Wow. Je l'ai tenu pendant 4 ans avant de démissionner pour passer à l'entrepreneuriat. Là, c'était ton accomplissement, on va dire. Oui, en tant que salarié, c'était ça. C'était ça. Maintenant, j'ai fait le saut dans autre chose. Dans l'inconnu, qui est devenu aujourd'hui ton secteur. Oui. Quand ils t'ont nommé directrice d'usine, comment tu t'es sentie? On était à quelle période? On était en 2003-2004. Comment je me suis sentie? Déjà, je savais qu'ils allaient le faire. Parce que je ne voyais pas d'autres candidats. Hein. Moi, je me suis préparée depuis qu'ils m'ont refusé le premier poste. Tu avais verrouillé ta cible. J'avais verrouillé. La première fois, c'est une opportunité qui passe, on saisit ou on ne saisit pas. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est un objectif de dire, je veux ce poste-là. Comment je me suis sentie? J'étais très, très contente, très fière. Pour la première fois, c'est la première fois de ma carrière que j'ai discuté salaire. Ah ouais? Oui, les autres fois... Ah, tu ne discutais pas avant? Non, je ne discute pas. Ce qu'on me donne, je prends. Non, je ne discute pas. Pendant une dizaine... Non, c'est plus d'une dizaine d'années. C'est plus d'une dizaine d'années, je ne discute pas salaire. On me dit, voici tes objectifs. Si tu atteins, tu vas avoir ça. J'atteins, on me donne ce qu'on a promis et puis on avance. Mais à ce poste de directeur d'usine, je me suis assise parce que je connaissais mon patron. Ouais. Il mettait ce type de négociation 2 heures avant d'aller à l'aéroport. Donc, dans l'urgence comme ça, oui, tu sais, je dois aller à l'aéroport. J'ai préparé le boy cuisinier, le gardien, la CIE à la maison, la SODECI à la maison, le véhicule, le téléphone et enfin le salaire. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas me laisser une usine, moi seule. Vous êtes tous partis. Et puis moi, je vais gérer tout ça. Avec le stress qui va avec. Avec le stress qui va avec, il faut que j'oublie les problèmes matériels. Donc, tout ce que j'ai demandé, j'ai obtenu. 2 heures avant qu'il parte à l'aéroport comme ça? Oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Les échanges ont été un peu choses, mais lui aussi, il était dans l'urgence parce qu'il doit aller à l'aéroport. Il pensait qu'il allait liquider ça rapidement, mais bon, il a accepté. Il a accepté. Et moi, quand on me donne ma récompense après, le travail, je ne compte plus, quoi. Ouais. Je fais le maximum. Et tu t'es donné à fond? À fond. À fond, complètement. Comment ça s'est passé ton pot de départ et quelle empreinte tu penses que tu as laissée à tes anciens collaborateurs? Bon, déjà, j'ai démissionné. On m'a payé, mais j'ai démissionné en juillet. Mes objectifs étant atteints, on m'a donné ce qu'on devait me donner. Ils ont fait le pot. Ils m'ont fait une surprise d'ailleurs. Le pot de départ, je ne pensais pas qu'ils allaient faire parce qu'ils avaient un peu mal pris la démission. Oh, oui. Et bon, ils m'ont fait un pot de départ. Ils m'ont offert, je ne sais plus, quelque chose. Ils m'ont offert un souvenir. Quelle empreinte? Je pense, s'ils devaient retenir quelque chose de moi, c'est il faut travailler. Ouais. Et puis, il faut faire du résultat. Il ne suffit pas de brasser son temps, de passer du temps dans l'usine. Les résultats, là, on doit les voir. On fixe des objectifs au départ. On ne travaille pas aussi comme ça au hasard. On fixe des objectifs. On dit, la production, on va arriver là. Le taux de panne va diminuer, le personnel, etc., etc. Et puis, on fait un point à la date fixée. Et les résultats, on doit les voir. Ça ne doit pas être subjectif. Voilà. Donc, s'ils doivent retenir quelque chose, c'est ça. Il faut travailler. Je pense qu'ils doivent être contents d'avoir appris aussi avec toi. Oui. Les méthodes, les process. Tout à fait. On est resté en de très, très bons termes, tout cela. C'était quoi ton management? Ton type de management? Je pense que tu peux deviner. Mais bon, ça évolue. Hein? Sinon, avant, je te dis de faire quelque chose, tu le fais. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Après, si je me suis trompée, après, tu peux venir. Mais c'est comme à l'armée, quoi.
On est sur un terrain de bataille. Quand je te dis d'aller à gauche, tu vas à gauche. Ouais. Je peux me tromper, c'est vrai. Mais tu vas à gauche d'abord. Et puis après, tu me demandes que je me suis trompée. Et comme je n'aime pas me tromper, je n'aime pas demander pardon, je fais en sorte de me tromper le moins possible. J'aime ça. Tu aurais été bien dans l'armée, hein? Oui, Colonel, oui, quelque chose comme ça. caporal, Ouais. capitaine. Franchement, allait- tu aurais ça allait été très bien, très, ouais. très, très bien dans l'armée. Mais maintenant, ça a changé parce que maintenant, j'enseigne le leadership. Donc, Mhm. je sais que l'être humain, il faut répondre aux besoins des gens Oui. pour que les personnes aussi répondent à tes besoins. Il faut se mettre à leur place. Il faut se mettre à leur place. Il faut savoir vraiment, et ça, je pense que je sais le faire depuis longtemps. Il faut se mettre à la place des gens et puis se dire à leur place, qu'est-ce que j'aurais aimé. Ouais. Et quand je passe devant un vigile, je me dis, tiens, celui-là, il me voit dans ma voiture, bien habillé. Tous les matins, je passe devant lui. Je pense que lui, il veut être à ma place aussi. Mhm. Donc, le minimum que je peux faire, c'est « Bonjour, monsieur Kwame ». Je dois connaître son nom. Oui. Je dois l'appeler par son nom. C'est pas, on est en Afrique et on n'appelle pas les gens « Hey ». Oui. Ça ne se fait pas. Donc, se mettre à la place des gens, les comprendre et puis répondre à leurs besoins. Mais ils me doivent obéissance. Bien sûr. Moi, je leur dois respect. Ils me doivent obéissance. Ça, c'est très, très, très bien dit. Franchement, je pense que beaucoup de jeunes, de jeunes hommes et jeunes femmes ont beaucoup à apprendre avec toi. Tu parles de coaching en leadership. Oui, oui. Et c'est ce genre de choses qui permettent de pouvoir, pas forcément s'imposer, mais de marquer sa présence Ouais, et d'amener les gens à nous suivre c'est ça. lorsqu'on a des objectifs à atteindre, sans les forcer, Sans les forcer. de sans leur jouer propre le gré. petit chef. Mm, C'est ça la différence avec un leader. Tout à fait. Un leader n'est pas un petit chef. Ouais. Il sait se mettre dans les dispositions nécessaires pour que tout le monde le suive. Mm. Je vais revenir rapidement sur ton parcours à l'ENSIA. Oui. ENSIA, qui est différent de ENCA, l'École nationale statistique d'Abidjan. C'est une école, donc ENSIA, c'est une école de l'INPHB. Oui. Donc, tu as fait un concours pour entrer dans cette école d'ingénieurs. Oui. Comment tu as vécu? Parce qu'on s'est dit, vous, les gens de l'INPHB, là, c'est une petite secte et tout. Déjà, pour entrer, il faut avoir de très bons résultats, il faut passer l'examen et tout. Il y a différentes écoles au sein de cette grande école d'excellence qui a formé les meilleurs dans ce pays. Comment tu as vécu ces années donc, au sein de l'INPHB? Combien d'années déjà? 5 ans. 5 ans. Tu as fait là-bas. Et comment tu les as vécus avec tes autres camarades? Alors, de l'école primaire jusqu'à la terminale, j'avais de bons résultats, je dirais, sans effort. OK. Et puis, j'arrive là-bas, je continue mes habitudes, ce que je fais habituellement. Et puis, tac, et alors, j'ai eu une chiffre avec la première moyenne du premier trimestre qui était inférieure à la note pour être maintenue dans l'école. Ah ouais? Oui, parce qu'il fallait avoir au moins 12, je crois. Sinon, à la fin de l'année, on quittait l'école. Et c'est là où j'ai commencé, je peux dire, vraiment à travailler. Ah ouais? Oui, oui. Et donc, après ce premier trimestre-là, je ne me suis plus amusée. Ce n'est pas tellement que je m'amusais, mais je ne trouvais pas ça nécessaire. Je pensais qu'en écoutant un cours, je peux faire des devoirs facilement. Non, 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 non. Là, il fallait s'asseoir, il fallait chercher, il fallait travailler. Je dirais que cette école-là nous a appris à réfléchir et à travailler beaucoup. Vraiment beaucoup. Dans ma classe, il y avait 4 filles. C'était sur un total de combien d'élèves? Sur 24. D'étudiants, 24 pardon. ou 25 étudiants. Il y avait quand même 4 filles. C'est la première fois qu'il y avait autant de filles dans cette école. Par le passé, peut-être les 10 années avant nous, il y a eu peut-être 2 filles maximum. Ouais. Mais là, exceptionnellement, il y avait 4 filles. Et je dirais que c'était de belles années où ce sont des camarades de classe, on ne se pose pas de questions d'origine de leur papa, est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils ne sont pas riches. Mais c'est qui est premier de classe? C'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et c'est le travail qui compte. Et bon, j'ai terminé cette école en étant, je crois, à la 6e position. Je pense que j'ai... Tu as marqué cette école de ton empreinte aussi? Oui, aussi. Je ne sais pas combien de filles il y a eu. Jusqu'à présent, bon, l'école a été modifiée, enfin,
déstructurées. Aujourd'hui, ce sont des écoles de spécialité. Il y a des filles. Bon, dans ma famille, je pense que j'ai marqué de mon empreinte parce qu'il y a quand même une fille qui est rentrée dans cette école, mais de spécialité, qui est sortie ingénieure. Et je pense que c'est parce que j'étais là qu'elle s'est dit c'est possible. Autrement, l'environnement toxique familial lui aurait dit c'est pas pour les femmes. Qu'est-ce que tu veux aller faire? Tu vas aller prendre des clés, tu vas monter sur des échelles. Donc, le fait de voir une femme qui a fait ça, ça aide. L'exemple, ça aide beaucoup. Avoir des modèles. Avoir des modèles. Il n'y a rien à faire. Il faut se déplacer, il faut voyager, il faut voir des choses pour penser au-delà de ce qu'on peut penser. De son environnement proche. De son environnement proche. Et puis, il faut que les familles lâchent les baskets aux femmes, quoi. Enfin, il n'y a pas de cases, de moules prédéfinis dans lesquels mettre les femmes. On laisse les enfants évoluer en fonction des talents qu'ils ont reçus et qu'ils vont aiguiser. Après, il faut les aider à trouver le talent, à les aiguiser et à être épanouis après. Tu es rentrée à quel âge à l'ENCIA? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans et on était 2 dans la classe à avoir 18 ans. Oui, les autres avaient 2 ans ou 3 ans de plus. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. On a connu les cités parce que c'est une école que nous on a démarré. On était à Abidjan. On a fait 2 ans à Abidjan avant l'ouverture de Yamoussoukro. Et on était les premiers habitants de l'INPHB. Ah, ça c'était à quelle époque, là? Quelle année? Donc, 81, 82, 83 ou 84, quand ils ont ouvert l'INPHB à Yamoussoukro. On a quitté Abidjan et on est allé à Yamoussoukro. Donc, 2 ans à Abidjan, 3 ans à Yamoussoukro. Vous avez inauguré l'INPHB? On a inauguré, c'était grand, c'était beau. C'est neuf. C'était neuf, chacun avait sa chambre. Il y avait les serpents aussi. Ah bon, ouais, tu en as trouvé un dans ta chambre? Oui, pas dans ma chambre. Dans le couloir, il y avait la piscine. Vraiment, c'était... Et on avait les équipements. Les équipements pour faire... C'est très important pour les étudiants. On avait ce qu'on appelle une commande numérique, une machine à commande numérique. Il y avait vraiment tout ce qu'on étudiait, on avait les équipements pour... Voilà, c'est, je dirais, toujours une très bonne école. Est-ce que, en tant qu'alumni de cette école, tu es sollicité de temps en temps par les nouveaux étudiants pour des conférences, des prises de parole? Oui, c'est déjà arrivé. Je pense 1 ou 2 fois. Pas suffisamment, c'est vrai, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est bon de retourner parler aux jeunes filles, pour ne pas qu'elles se découragent. Il y en a, je suis sûre, qui vont se décourager en cours parce qu'elles ont fait les 2 premières années, ça n'a pas marché, elles vont aller dans d'autres filières, etc. Il faut leur dire que c'est possible, quoi. C'est possible, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'avais vu un reportage sur NCI sur le burn-out des étudiants au sein de l'INPHB, où à certains moments, c'est difficile. Et j'ai même reçu un invité, donc un jeune, un ancien de l'INPHB également, qui est dans les startups médicales et technologiques, qui aussi avait vécu ce burn-out quand il était à l'INPHB. Parce que tu sors d'une école du lycée où tu as performé, où c'était pas forcément facile, mais bon, ça glissait, voilà, ça fonctionnait. Et puis tu arrives à l'INPHB, tu es confronté à la réalité où c'est complètement différent, où la barre est encore plus haute et souvent la déception est au rendez-vous. Et le stress et le burn-out aussi sont au rendez-vous. Bon, connaissant ton background, connaissant ton caractère, quelqu'un qui aime le stress, je suppose que tu n'as pas vécu ce burn-out, ce stress. Le terme même n'existait pas. Ah, ça n'existait même pas. C'était même pas connu. Non, on ne le connaissait pas. Ni la fatigue. Non. Non. Et puis, on était dans un cadre... On était à l'INSET de Yamoussoukro. Bon, on est loin de la ville. C'est vraiment les téméraires qui vont en boîte de nuit, quoi. Sinon, il y avait tout sur la cité. C'est ça. Et quand on consacre ces 24 heures, moins 8 heures de sommeil à travailler, normalement, on n'a pas ce burn-out. Je dis normalement, je ne l'ai pas connu. Donc, je peux pas porter de jugement. Bien sûr. Mais le terme n'existait même pas. Pour moi, j'ai appris ça il n'y a pas trop longtemps. C'était méconnu. C'était méconnu. Peut-être que ça existait. Il n'y avait pas un mot dessus. Mais je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un. Si, il y a un qui a dû changer de filière.
Donc, il a quitté la filière ingénieur pour aller dans une filière plus courte parce qu'il commençait à se comporter comme un fou. Donc, ça devait être déjà ça. C'était les débuts, en fait. C'était les débuts. Mais bon, je veux dire... Il faut être fort, en fait. Il faut être fort, oui. C'est pas évident pour tous les étudiants. Oui. Le cadre est là. Oui. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a d'autres sollicitations. Il y a le téléphone. Le téléphone, oui. Voilà, on ne l'avait pas. Donc, on n'avait pas ces sollicitations. On avait les livres. Il y avait les livres. Donc, c'est ce qu'on nous demandait. Donc, on regardait les livres, on faisait nos devoirs, on allait en classe et tout ça. On n'avait pas cette sollicitation. Aujourd'hui, c'est un élément quand même. Il y a beaucoup de pression sur les jeunes étudiants. Beaucoup de pression, beaucoup d'efforts de concentration parce que quand on passe les images rapidement sur le téléphone, on n'a pas connu ça. Ouais. Vous étiez un peu chanceux d'une certaine manière. Oui. Et on essaie aujourd'hui de... Je vois ma fille avec son bébé en train de lutter contre tout le monde. Pas d'écran, pas d'écran. OK, on va respecter. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est nécessaire quand même. Il faut pas s'exposer. Ouais. Quand on a 24 heures, il faut être conscient de ce qu'on a 24 heures. Ouais. Quels sont mes objectifs et comment je répartis ces 24 heures. Et si je viens accorder 2 heures à quelque chose qui ne me mène nulle part, là, je vais arriver exactement là où je me dirige, c'est-à-dire nulle part. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est des messages qu'il faut qu'on donne aux jeunes pour dire tout le monde, on est à égalité sur les 24 heures. C'est ça. C'est comment on les utilise. Comment on les utilise. Voilà. N'hésitez pas, hein, les étudiants de l'INPHB, des différentes écoles de l'INPHB, les alumni, à commenter, à faire des témoignages sur ce que vous avez vécu ou bien vivez donc, au sein de cette école, parce que vous avez aussi une alumni qui est présente et qui partage son expérience et surtout qui est capitaine d'industrie. Ça, c'est très important. Ça vous montre en fait toutes les possibilités au sortir de l'école. Et donc, quand tu es sorti de l'école, tu as eu une période, on va dire, de stage avant de directement rentrer dans l'entreprise. Les stages, on les faisait au fur et à mesure. OK, directement à l'école. Oui, on a fait le stage ouvrier, le stage maîtrise, le stage de fin d'études où on avait un projet à soutenir. On a une soutenance de fin d'études. Donc, les stages, c'était pendant les études. OK. Et je suis sortie en juin. En juillet, j'ai commencé à travailler. Donc, c'était aussi une époque où vraiment, c'est comme si c'est le travail qui nous cherchait. C'est ça, c'est le travail, parce que vous n'étiez pas nombreux. Non, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, tu vois toutes les étapes à lesquelles tu es passé et c'est cette industrie qui est là, qui est présente, qui fonctionne, qui est accompagnée, et l'évolution dans ton secteur et le fait également que tes enfants t'accompagnent, que tu as des associés et que tu as également des partenaires qui te font confiance, qui ont confiance en tes produits, que tu as également des consommateurs qui apprécient ton produit, qui ont confiance également en ce produit, ce cacao transformé, cette poudre pure, ce nectar. Quand tu regardes tout ça, assise dans ce siège, qu'est-ce que tu te dis pour la suite? Pour la suite, j'aimerais avoir 60 ans encore. Tout ce qu'on te souhaite. De longue vie. Longue vie. J'aimerais avoir du temps où j'aurais dû commencer plus tôt. OK. Voilà, c'est déjà on va dire, regret. C'est de n'avoir pas commencé cette aventure-là plus tôt. De ne pas avoir démissionné plus tôt? Oui, plus tôt. Mais parce que je n'avais pas de modèle, je ne savais pas que ça pouvait exister. Et donc, c'est le regret que je peux avoir. Et qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite du temps. Et donc, mon temps aujourd'hui, vraiment, il y a des gens qui m'ont appelé, à qui j'ai donné des réponses très sèches. Parce que quand on m'appelle, je cherche à savoir qu'est-ce que ce coup de fil-là va apporter à mon business. Quand dans les premières secondes, je n'ai pas trouvé, je dois couper. Tu es comme moi. Voilà. Donc, le temps est un élément, j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a 24 heures. On ne sait pas combien on a. Et dans l'inconnu, quand on est jeune, on pense qu'on est éternel. Il faut bien l'utiliser. Il faut très, très bien l'utiliser. Il ne faut pas le perdre. Il faut passer du temps avec sa famille. Il faut travailler. Il faut se distraire aussi.
Et dans tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit que je suis une très bonne danseuse de salsa. Ah, oui. de salsa? Ah, Tu fais la salsa les week-ends? Maintenant, j'ai diminué un peu, mais avant, c'était Ah ouais. 1 ou 2 fois par semaine. Ah, même 2 fois par semaine? Oui, oui, oui. Ah, dans un club de salsa? Dans un club de salsa. Ouais. Donc, il faut se distraire, c'est vrai, mais la distraction, c'est pour se recréer. Bien C'est sûr. la récréation. Dégager l'esprit. Dégager l'esprit. Ce n'est pas une addiction, je me jette dedans, je fais ça parce que ça me plaît, je fais. Non, non, non. Avoir un objectif, bien utiliser son temps. Voilà. Et tu fais du sport aussi, on n'oublie pas. Oui, je fais du sport. Tu as un coach, une coach, non? J'ai une coach qui vient à la maison. Ça aussi, c'est pas pour faire snob, c'est pas pour dire on est tellement... Il faut entretenir sa santé. Non, mais le fait d'avoir le coach qui vient à la maison, c'est lié au fait que je vais gagner mon temps. C'est ça. C'est pas moi qui vais me déplacer. Si je peux déplacer quelqu'un, c'est tout bénef. Oui. Parce qu'en attendant le coach, je peux travailler jusqu'à la dernière minute quand le coach est là. Mais quand je prends ma voiture pour aller dans une salle de sport, les embouteillages. Les embouteillages et tout ça. Donc, je fais du sport. Je fais du sport. Avec cette coach-là, je fais aussi du pilates. Je fais de la respiration. Je ne vais pas jusqu'au yoga, mais je fais de la respiration. J'aime essayer les choses. Oui. Tu es curieuse. Je suis curieuse. Aussi. Voilà. Quand on me dit, écoute Olga, si tu respires différemment, tu seras moins fatiguée. Je dis, ah bon? Ok, j'essaye pour voir. Si ça marche, je continue. Ouais. Donc, il m'est arrivé d'aller faire des stages de respiration carrément. Quand je raconte ça à mes copines, elles disent, Olga, on dirait que tu as eu trop d'argent. Hein. Tu es à l'aise, hein? Tu es à l'aise. C'est quoi, des stages de respiration à l'extérieur? Non, non, non. Ici, ok, d'accord. Oui, ici. Ah ouais. Donc, on a besoin de notre énergie. C'est ça, de notre santé. Surtout. De notre santé, parce que c'est avec ça qu'on travaille. Ouais. Voilà, il faut gérer ce capital-là comme il faut. C'est un capital précieux. Précieux. Parce qu'avec ce capital, on peut avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de vie. De vie, voilà. Et d'années où on peut faire des choses qui nous plaisent. Exactement. Il ne faut pas vivre sans l'heure, parce que sinon on s'en va aussi à 100 l'heure. Non, mais je crois que c'est la meilleure conclusion. Ah ouais, non, mais en fait, tu devais être vraiment caché. Quand tu gérais, comment on dit, ton usine, l'autre côté, là, avec tes collaborateurs, il ne faut pas vivre à 100 à l'heure. Non, c'est à cette vitesse qu'on s'en va. On s'en va à 100 à l'heure. Ah ouais, ça, c'est ma meilleure citation, ça. Donc, voilà. Olga, tu penses que tu avais des choses à dire et que tu les as dites réellement? Oui, je pense que oui. Tu sais poser les questions. Tu sais aller les chercher. J'aime bien creuser. Voilà. D'habitude, quand je prends la parole, je suis aussi quelqu'un, je veux maîtriser les choses. Je ne veux pas d'improvisation. J'aime préparer, réciter, etc. Mais là, tu ne m'as pas donné l'occasion de connaître les questions. Non. Et puis, bon, on s'est exprimé librement. Tu as du talent. Venant d'Olga, mais je le prends, je le ramasse et je le mets à l'intérieur de ma poitrine. Tu as vraiment du talent. Merci infiniment. C'est très bien. Merci infiniment. Merci à toi. Je vais me gaver de tafissa parce que j'adore le cacao, le chocolat. Et je pense qu'on a un produit magnifique. Et moi, mon petit regret, et je t'envoie ce cri de cœur parce que tu représentes aussi tous ces acteurs de la chaîne de transformation de ce produit qui représente un peu l'image de la Côte d'Ivoire. Mon petit regret, c'est qu'en tant que premier producteur de cacao au monde, qu'on n'ait pas de musée du cacao en Côte d'Ivoire et à Abidjan, à côté du siège de l'Organisation internationale du cacao qui est présente à Abidjan. On n'a pas de musée du cacao. Moi, j'ai été choquée quand je suis arrivée en Chine, à Shanghai. À Shanghai, j'ai visité aussi. C'était un marché et je suis tombée par hasard sur un musée du cacao avec des animaux grandeur nature comme ça, des gorilles, des biches et autres, des zèbres. Grandeur nature en cacao. Je me suis dit, mais pourquoi c'est dans un marché chinois à Shanghai que je tombe sur un musée du cacao? Et dans mon pays,
il n'y en a pas. J'ai été vraiment choquée. Ça m'a beaucoup attristée. Et j'espère que un jour, en tout cas, on aura un musée du cacao parce que quand même, on le mérite. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je peux dire, le musée, c'est peut-être la responsabilité de nous tous. Oui. Je pense que ton choc n'est pas encore assez. Ah. Parce que quand on a suffisamment de colère vis-à-vis d'une situation qu'on ne tolère pas, on passe à l'action. Des groupes de personnes, des gens peuvent se mettre ensemble pour dire je veux un musée. Ma fille est allée à Sao Paulo, elle a vu un petit musée. Quand elle est arrivée, maman, il faut qu'on fasse un musée. Et fais donc. Tu as lancé la balle comme ça. Fais donc, fais ton musée. Je suis convaincue que ça va venir un jour parce que plus il y aura des personnes comme toi choquées, plus ils seront fatigués d'être choqués. Exactement. On va passer à l'action. Et on agira. Et on agira. Et ça se fera. Ouais. Merci infiniment, Olga. Merci. C'est un plaisir de te recevoir et de parler de cacao, d'industrie surtout. J'allais même rentrer en profondeur sur l'industrialisation de notre pays et tout. Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des choses qui se font dans le silence et qui fonctionnent. Comme ton usine à San Pedro, comme ton entreprise, et qui permettent aux Ivoiriens de profiter donc de ce produit. C'est ça. Et toi, tu crées des emplois, tu nourris des familles et tu donnes de l'espoir et tu le fais bien. J'espère que cet épisode avec Olga Yenou vous a motivé, que vous en avez appris beaucoup sur ce secteur, mais aussi sur le management, sur la gestion des hommes, sur la gestion du stress et puis sur le leadership. Je vous dis à bientôt avec un ou une prochaine invitée. D'ici là, comme j'aime à le rappeler, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas pour recevoir les nouveaux épisodes, pour être informé des nouveaux épisodes et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, de partager cet épisode autour de vous et de laisser des commentaires sur vos impressions. Et pourquoi pas, si vous connaissez Olga Yenou, si vous avez travaillé avec elle, n'hésitez pas à laisser vos témoignages. Merci infiniment et je vous dis ciao, ciao.